J'ai monté ma boîte dans le Web3, on est monté à 13 personnes, puis on s'est cassé la gueule parce que c'est la crypto. C'est quoi qui t'a le plus surpris avec les profits de tech? Il y a un truc qui m'a surpris, c'est que les indie hackers, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient pas de sous, tu vois. Le soloprenariat, au final, c'est le truc le plus dur. Que les gens sont prêts à acheter mon produit. L'hypothèse, pour aller vérifier cet inconnu, c'est mettre un Stripe. Si tu as quelque chose à vendre qui va aider tes clients, qui va changer la vie de tes clients, c'est ton devoir de lui vendre. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast Build Different. Donc là, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Florent Turin, qui est un spécialiste en go-to-market et qui a de très bons conseils à nous partager, justement pour nous les devs, sur comment on peut lancer nos SaaS et comment on peut rapidement atteindre nos prospects, nos cibles et faire potentiellement du coup nos premiers euros. Donc, Florent, est-ce que tu peux te présenter à notre audience, s'il te plaît? Hello tout le monde, merci Lucien pour l'invite. C'est trop cool d'être sur ce podcast, rien que le nom, je kiffe. Moi, du coup, ça fait une dizaine d'années que je suis dans la tech. Je fais mes armes dans une scale-up qui s'appelle Casafari dans l'immobilier. Ensuite, j'ai monté ma boîte dans le Web3. On est monté à 13 personnes, puis on s'est cassé la gueule parce que c'est la crypto. Et ensuite, on a pivoté sur un modèle d'abord de studio et on n'a pas réussi à renflouer les caisses. Du coup, on a ensuite pivoté sur un modèle d'agence. Et là, je me suis dit, quitte à faire du service, autant que je me lance tout seul. Et donc, ça fait 2 ans maintenant que je suis en mode solopreneur. J'ai fait vraiment beaucoup de go-to-market. Et là, ça fait 2-3 mois que j'ai changé mon modèle et que je suis all-in sur un nouvel accompagnement qui s'appelle la méthode Nerds. Voilà. Parfait. Bien synthétique. Yeah. C'est ouf. Parce que ça montre déjà en quelques mots que tu as une grosse expérience sur ce domaine-là. Et je suis sûr qu'on va pouvoir profiter de pas mal de très bons conseils. Mais on va dérouler ça au fil du podcast. De toute façon, on a le temps. On se presse pas en général. On fait entre 1 heure et 2 heures du coup avec le dernier podcast. Donc, explique-nous un petit peu la méthode Nerds. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Nerds? En tout cas, l'acronyme est super bien trouvé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En gros, la genèse, c'est que ça faisait, tu vois, 1 an et demi, 2 ans que je faisais des campagnes go-to-market pour les développeurs souvent, parce que c'est eux qui avaient pas mal besoin d'aide. Et en fait, j'étais dépendant du potentiel du porteur de projet et du projet à chaque fois. Et quelque part, tu vois, ça me frustrait de pas avoir des taux de, tu vois, des taux de réussite à 100% alors que tu fournis un service, etc. Donc, ça faisait plusieurs mois que j'incubais ce truc et en fait, plus j'étudiais en fait ce qui marchait, plus je me rendais compte que c'était toujours les mêmes patterns, à savoir une personne qui a créé, enfin souvent en tout cas chez les solopreneurs, ça va être une personne qui a réussi à se créer une marque personnelle assez forte et qui autour de cette marque personnelle se crée un petit écosystème. Et pour moi, pour les devs, du coup ça a fait tilt, tu vois, quand je me suis dit ok, la méthode de l'écosystème elle est hyper bien. L'idée c'est de créer un conglomérat de petites solutions autour de problématiques spécifiques. Sauf que voilà, les devs en général osent pas trop se nicher. Et du coup, la méthode Nerd, ça veut dire Niching Ecosystem, l'acronyme Niching Ecosystem for Revenue Diversification and Scale. L'idée, c'est que du coup, tu vas te plonger sur un écosystème hyper précis et sur une niche hyper précise. Et sur cette niche, tu vas répondre soit à un problème spécifique, soit à tous les problèmes d'un personnage spécifique. D'accord, ouais, je vois. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions à tous les problèmes pour que tu deviennes vraiment une référence et que derrière, tu puisses monétiser justement cette visibilité sans avoir forcément à monétiser directement tes produits parce qu'en fait, des fois, tu essaies de monétiser trop tôt tes produits et donc personne goûte à la valeur, tu vois, le marché goûte pas à la valeur de ton produit. Et donc, en créant cet écosystème, tu peux te permettre de monétiser l'attention que tu as après et pas directement, tu vois, donc tu peux offrir des services de fou gratuitement et du coup, forcément, en termes de réciprocité, de visibilité, tu vois, de réputation, bah, tu gagnes plein de points d'XP, quoi. Ouais, je vois. Ouais. Ouais, Je sais pas si c'est clair, il est tard, les gars. J'espère que j'ai bien expliqué. Enfin, pour moi, en tout cas, ça m'a semblé assez clair sur l'idée d'aller créer un écosystème pour vraiment maîtriser le sujet d'une niche et ou même d'un persona et venir répondre à ses besoins du mieux qu'on peut. Ça évite de passer de projet en projet. Pour citer par exemple Marc Lou, qui lui a fait des projets quand même assez différents les uns des autres et qui là a commencé à se nicher un petit peu plus de par son boilerplate et ensuite avec Codefast, la nouvelle formation qu'il avait sortie là. Et ça on voit qu'il est en train de petit à petit aussi avec DataFast du coup
son projet qui peut aider, je pense qu'il vise pas mal les solopreneurs. Donc on voit que petit à petit, il a changé sa manière de faire. Quand tu es seul à tout faire, c'est très difficile de repartir de zéro à chaque projet. Donc pour moi, ta méthode, elle fait vraiment beaucoup de sens. En fait, et d'ailleurs, pardon, mais je répondis juste là-dessus. C'est vrai que Marc Lou, c'est intéressant parce que effectivement, il est parti un petit peu, enfin, il a été en mouvement, tu vois. Donc c'est ça qui l'a mis aussi sur la bonne piste. Donc forcément, quand t'es un des premiers à percer, tu vois, bah tu fais plein d'erreurs et du coup, on peut apprendre de ces erreurs. Et en fait, je trouve, enfin, ce que je reproche en général aux indie hackers, c'est que justement, ils vont chercher une bonne idée, exécuter l'idée, voir si ça marche, passer à autre chose. Et là, l'idée de la méthode NERD, c'est justement de dire, je me focalise sur une seule niche, idéalement en dehors de la tech et des indie hackers, parce qu'en fait, tous les devs construisent pour les autres devs, tu vois. Donc, le marché, il est saturé, alors que t'as plein d'autres marchés en dehors de la tech qui, eux, ont pas des indie hackers, tu vois. Donc, l'idée, c'est de devenir indie hacker sur une niche spécifique. Et en fait, même si ton produit, il a peu de traction, etc., tu peux quand même t'en servir pour étoffer ton offre, pour étoffer ton écosystème, pour distribuer en lead magnet. Tu vois, dans l'idée, c'est ça, c'est deviens un indie hacker 2.0, tu te niches, t'arrêtes d'essayer de tout monétiser directement et tu t'adresses juste à un seul persona. Et du coup, Marc Lou, il a le market fit parfait parce que maintenant il a suivi le playbook parfait du indie hacker. Et maintenant, ben, c'est un étendard, tu vois, c'est un représentant, tu vois, du mouvement quelque part. Donc forcément, il va avoir une belle traction auprès de cette communauté à chaque fois, quoi. Ouais. D'ailleurs, je me pose la question si il en a réellement conscience qu'il construit un écosystème. Je pense que oui, mais il communique pas dessus en tout cas. Tu vois, il incite tout le monde à ship fast, tu vois. Comme dans son truc, c'est un petit peu son branding même. Parce que c'est vrai qu'il s'est lancé à partir de ça. Il a construit pas mal de micro SaaS et compagnie. Qui pour certains ont généré quand même un petit peu de revenus, tu vois, c'est pas dégueulasse. Ben, en fait, lui, le truc, c'est qu'il a dépassé le statut, tu vois, enfin, tu vois, il a plus un personal branding. Maintenant, c'est lui, c'est lui la niche, tu vois. Il a pas une niche, c'est lui, c'est devenu sa propre niche. Donc, tu vois, il a tellement des médias développés qu'en fait, peu importe. Son audience est trop grosse. Ouais. Tu vois, c'est ça. Peu importe ce qu'il construit, en fait, les gens viendront voir parce que c'est Marc Lou, quelque part, tu vois. Que ça soit pour tester, en tant qu'user, en tant que, tu vois, genre, cas d'école. Donc, en fait, peu importe ce qu'il lance, maintenant, ça aura de l'attraction. Plus c'est quelque chose qui lui ressemble, plus ça sera pertinent. Et c'est pour ça que là, dans sa dernière vidéo, il commence à faire tout ce qui est fitness, tu vois, genre, longevity. Parce que, bah, il est hyper stock, il est hyper en forme, tu vois, ça se voit il peut être aussi un super représentant de ce mouvement. Et donc, du coup, tout ce qu'il va construire, ça va être pertinent parce que il connaît les problématiques. Tu vois, et il a l'audience, tu vois, la taille critique d'audience qui fait que peu importe ce qu'il lance, il y aura toujours des personnes pour tester son produit. Ouais, demain, c'est vrai qu'avec ce que tu dis, c'est là où on en parle un petit peu beaucoup là de Marco, mais on changera de sujet après. Mais c'est intéressant parce que du coup, il peut même lancer quelque chose dans le sport à l'heure actuelle. Je suis sûr que ça marche. Il trouve un produit, une idée de SaaS. Je suis sûr, il teste, il lance avec l'audience qu'il a, comme tu dis, parce qu'il fait pas mal de contenu avec YouTube sur le côté sport, etc. Après, sur LinkedIn et X, il parle beaucoup de bien dormir, sur le bien manger et tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment, c'est la longevity, c'est ouf. Ouais, longevity pour lui, c'est parfait, vraiment. Parce que c'est une niche, en fait, c'est la niche avec le meilleur LTV, tu vois. La meilleure lifetime value. Parce que les mecs, ils vont vivre hyper longtemps, ils ont gavé de sous pour, ils ont gavé de sous pour s'entretenir, tu vois. En général, tu t'adresses à des prospects, des personas qui sont assez aisés, qui ont le temps de s'informer, de se cultiver sur ces choses-là. Le reste est stable, ils l'ont mis de côté. Ouais, c'est focus sur essayer de vivre le plus longtemps pour profiter de ce qu'ils ont amassé. Ouais, c'est ça. Ils ont craqué le gain de la thune, maintenant ils maximisent le gain du temps, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Il faut les rejoindre alors. C'est ça, let's go. Yes. Likez cette vidéo à fond, faites péter On va rejoindre Marco. Nous aussi, on va fonder notre industrie. Avec tous les profils tech du coup que tu as accompagné, parce que je l'ai dit au tout début que tu en as accompagné pendant presque 2 ans, et que là tu te recentres sur ton accompagnement de nerds. C'est quoi qui t'a le plus surpris avec ces profils-là, avec les profils tech? Le plus surpris, en fait, j'ai pas eu tant de surprises. Enfin, tu vois, je m'y attendais, tu vois, que les devs, justement, le marketing, ça allait pas être leur point fort, etc.
Non, mais ça, on le sait, justement, on le dit tout le temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en dehors de ça où tu t'es dit, ah ouais, ça, je m'y attendais pas trop, en fait. Je pensais qu'ils étaient quand même un peu meilleurs là-dedans, ou peut-être plus éduqués sur ces points-là. En Parce vrai, que, je pense que c'est le type de profil que j'attire. Tu vois, moi, j'essaie pas d'attirer les devs qui veulent devenir freelance ou j'essaie d'attirer plutôt les builders. Donc ouais, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que les indie hackers, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient pas de sous, tu vois. Autant les freelances ouais, en bah, tu, régie qui ont l'âme d'un builder, tu vois, ils touchent 8-10K par mois et eux, ils hésitent pas à investir parce qu'ils veulent vraiment devenir solopreneurs, ils veulent pas rester freelance. Autant les indie hackers, tu vois, quelque part, c'est les freelances qui ont déjà sauté le pas et ils arrivent pas encore à monétiser et donc du coup, ben, tu vois, niveau budget, ils sont ric-rac parce qu'ils vivent sur leurs réserves et ils arrivent pas forcément à monétiser assez pour vivre de leurs produits, tu vois. Donc ouais, c'est je un vois le peu délire, ouais. ça, j'avoue, qui m'a un peu surpris. Mais ouais, et sinon, c'est à quel point euh, certains devs qui se cachent derrière, tu vois, genre l'over-engineering, le building public pour en fait pas vraiment builder. Enfin, tu vois, genre ils build, mais jamais ils s'exposent au marché. Et ça, tu vois, je pense que c'est pas propre aux devs, mais malheureusement, il y a toutes les conditions réunies pour les devs que ça arrive, tu vois, genre ils doivent construire le produit, donc forcément ils se concentrent sur leurs points forts et jamais ils vont aller essayer de creuser leurs points faibles. Et ouais, c'est un peu une constante, mais c'est sur les trucs les plus extrêmes, tu vois. En fait, en général, les devs, quand ils ont lancé un ou deux produits que ça n'a pas marché, ils commencent à s'intéresser de plus près, tu vois, au marketing, à la vente. Et du coup, bah, tu vois, genre, c'est des bons élèves, tu vois, c'est des bons apprenants, donc ils apprennent vite, tu Ouais, c'est clair pour ceux qui ont vraiment envie de réussir sur ce champ, cet aspect-là. vois. Euh, ils se forcent, quoi, ils font les efforts. Ouais. Et parmi toutes tes expériences entrepreneuriales que tu as mentionnées au début, c'est laquelle qui t'a du coup le plus formé et éduqué toi sur la partie go-to-market? En vrai, j'ai pas, enfin, je dirais c'est deux expériences. C'est d'un côté, j'ai la startup, tu manageais une équipe, tu lançais un produit que personne, tu vois, genre, qui n'existe pas, où t'as pas de marché démontré. Tu vois, genre, j'ai fait tellement d'erreurs avec la startup que, ben, c'est sûrement là où j'ai le plus appris. Mais d'un autre côté, tu te caches aussi, tu vois, derrière, quand t'as une équipe, tu te caches derrière, tu vois, des conditions externes. Alors que quand je me suis mis justement en solopreneur, tu vois, t'es le seul responsable de si tu ramènes des sous ou pas, tu vois. C'est un peu le vrai critère. Ouais. Donc, du coup, t'as plus d'excuses, tu vois. Et ça te permet de prendre la pleine responsabilité de tes échecs. Et du coup, ouais, j'ai un peu ces deux extrêmes-là, tu vois, qui m'ont hyper forgé, tu vois. Le soloprenariat au final c'est le truc le plus dur je pense qui existe pour ce parce que tu dois être tellement complet alors qu'en Ouais. startup tu peux venir et performer même si la startup est très early tu peux performer sur ton domaine d'activité te reposer sur d'autres personnes qui sont censées être expertes sur leur domaine à elles. Si ça marche, si elles y arrivent, tant mieux. Sinon, non, comme tu dis, tu peux aussi du coup accuser le coup Ouais. si ça crache ou quoi. Mais quand t'es tout seul, tu peux accuser le coup sur personne, il y a que toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, tu vois, genre, si t'as pas eu de flair. Après, tu vois, genre, en startup, tu fais quand même tout, tu vois, surtout en early stage, tu fais tout, mais le fait d'avoir une équipe, tu vois, t'as quand même un cadre qui te motive un minimum. Ouais, c'est pas Là, si pareil. t'es pas motivé, effectivement, en solo, tu vois, genre, si t'es trop découragé, trop vite, si tu sais pas persévérer, si tu sais pas trop mettre en question, t'arrêtes vite, quoi. C'est quoi du coup l'erreur numéro un que tu vois qui se répète le plus souvent chez les devs quand ils veulent lancer leur produit? Ok, plusieurs, tu vois, le fait de lancer des trucs complètement décousus, pour moi, ça c'est, tu vois, genre, soit tu fais all-in sur un truc et t'es prêt à le modifier plein de fois et tu vois, t'es persuadé du potentiel et tu vas continuer, 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 continuer. Tu vois, genre, tu t'essaies de, tu vois, ship fast, comme à la Marco, tu vois. Mais si tu ship fast, tu vois, reste focus sur une industrie, sur une problématique, sur un personnage spécifique. Et après, l'erreur vraiment classique, c'est over-engineer et under-market. C'est passe tout le temps sur Undermarket, c'est quoi? bah c'est l'opposé d'over-engineer quoi. Enfin c'est le némésis, tu vois, genre tu passes trop de temps à créer un produit trop compliqué et tu passes pas assez de temps à parler à ton client. Tu passes pas assez de temps à te confronter au marché, tu vois, que ça soit à travers tu vois une landing page, à travers des messages, à travers de la pub. Euh, clairement
Enfin, tu vois, on en parlera quand on rentrera vraiment dans le go-to-market, mais si tu veux maximiser tes chances de pas chier ton produit, le plus simple, c'est vraiment de au cœur du marché et de, tu vois, genre, de tout connaître du marché. Si tu connais tout de ton marché, t'as aucune raison de te chier parce que tu sauras ce qu'il veut exactement et tu seras capable de lui fournir. Donc, le plus important, c'est les inconnus, tu Dès que tu as mis au clair ces inconnus-là, tu peux te mettre en quête d'informations pour aller y répondre, pour aller mener des actions qui vont te permettre de pallier à ces inconnus-là. vois. Ouais, En général, on part beaucoup de ce qu'on sait déjà sur un marché ou sur son produit ou sur sa cible, ouais. mais il y a toujours pas mal d'inconnus, d'angles morts du coup qu'on voit pas. Mais ça, c'est bien d'en avoir conscience, d'essayer de l'anticiper, d'aller les chercher plutôt que d'attendre qu'ils nous tombent sur la tête à chaque fois les uns après les autres et que Ouais. on apprenne sur le tas. Ça, c'est bien quand t'as le temps, mais si tu veux vraiment que ton produit marche en quelques mois et faire tes premiers euros, il vaut mieux se pencher dessus rapidement. Ouais, si tu veux, j'ai une méthode qui s'appelle la MVT, c'est Minimum Viable Test. L'idée, c'est du Ouais. coup, tu vois, genre, c'est un peu la méthode en First Principle d'Elon Musk, tu vois. Tu pars des inconnus critiques à ton succès. Donc, c'est Ok. quoi, tu vois, lui, il a des problématiques dans le monde physique, tu vois. Enfin, dans la Ouais. physique, nous, nos problématiques en tant qu'entrepreneurs, c'est, tu vois, enfin, c'est quoi nos inconnus, tu vois. Et c'est quoi les inconnus critiques? Si tu, en fonction de la nature de ce que tu lances, mais des fois, tu auras des inconnus liés au marché, des fois, tu auras des inconnus qui sont liés au produit, c'est ce qui arrive le plus souvent quand tu essaies d'innover. Euh, et donc, l'idée, c'est tu fais la chasse aux inconnus, tu regardes, tu les classes en plus critiques. Pour chacune de ces inconnus, tu les transformes en hypothèses. Donc, tu vois, par exemple, l'inconnu, c'est est-ce que les gens sont prêts à acheter mon produit? L'hypothèse, pour aller vérifier cet inconnu, c'est mettre un lien Stripe, tu vois. Si c'est ça l'inconnu critique, c'est mettre un lien Stripe et faire une prévente, tu vois. Donc l'idée, c'est en fait, tu transformes l'inconnu en hypothèse. L'hypothèse, si elle est trop complexe à tester en une fois, tu la transformes en sous-hypothèse. Donc par exemple, euh, tu vois, il me faudra un exemple concret, ça serait plus simple. Ah Mais ouais. t'as pas un truc à lancer là, que tu lances en ce moment? Pivoter sur Tech Insight pour cibler plus exclusivement les freelances. Ouais. Euh, et du coup, on est en train de modifier un petit peu notre produit Ok. actuellement, tu Ok. vois. Mais c'est pas énorme. Mais par contre, euh, par rapport à ce que tu dis, moi, le cas pratique que j'ai eu, bah, ça a été au moment où on a testé notre donc la qualification, l'enrichissement des annonces par l'IA. Ouais. On a vu que ça marchait en local sur nos machines. On a fait Ouais. quelques tests, les résultats étaient très convaincants. Sur tout ce qui était full remote, les TGM et compagnie. Du coup, on s'est dit ok, donc ça répond à un problème que notre persona nous a mentionné en interview. On Ouais. parle même pas de messages, etc. C'est quelque chose qui est revenu en interview, au téléphone, enfin en visio, quoi. Et que les devs me partageaient, une frustration forte. Donc je me suis dit ok, ben, on lance un webinaire et on voit ce qui se passe. Et on essaye de vendre ça à 27 euros, accès à vie après 37. On fait quelques places et on voit ce qui se passe. En 48 heures, on a fait 2000 euros et 58 ventes. Ok. On Ben. s'est dit, OK, hypothèse validée, Ouais. un seul webinaire, 48 heures de vente, bon, voilà. Donc ça, je pense, c'est un bon moyen pour aller vérifier ce genre d'hypothèse-là, comme tu disais. Ouais. Et si j'avais dû le faire en sous-hypothèse, ça aurait été sûrement de vérifier l'attrait sur la fonctionnalité. Est-ce qu'il y en a pas une autre connectée, en fait? Tu Ouais. vois? Détacher ça en deux parties plutôt que de Ouais. faire juste est-ce que j'arrive à vendre? Ok. Est-ce que je peux vendre ça? Mais est-ce que aussi il n'y a pas autre chose à aller creuser un peu plus, tu vois? Ouais. J'aurais pu découper ça et ça je me rends compte que maintenant parce que du Ouais. coup je suis en train de pivoter. Et ça, tu vois, c'est horrible parce que quand justement tu construis un produit, c'est là où tu as les hypothèses les plus vicieuses, tu vois, parce que c'est des trucs en fait, tu peux t'en rendre compte que quand tu es en train de designer, tu vois, quelque part, tu es en train de faire l'UX, tu vois, et te dire, tu vois, un petit choix aussi bête que passer à la page d'après ou pas, tu vois, ça peut changer complètement la valeur perçue de ton produit, ça peut changer complètement les feedbacks que tu vas pouvoir récupérer aussi. Donc, c'est là où, tu vois, faut partir vraiment des critiques et dire, OK, est-ce que je suis sur un marché, tu vois, est-ce que c'est un problème assez douloureux, est-ce que les gens sont prêts à payer, est-ce que le problème est reconnu, tu vois, ça c'est un peu les trucs basiques. Et une fois que tu as ça, bah, tu rentres dans des problématiques plus complexes, plus, tu vois, genre, ou justement optimiser, t'imagines Notion, les inconnus qui leur restent à eux. Tu vois, genre, ils ont Ouais. tellement dû poncer en 10 ans d'itération avec des petits A/B testing, des trucs comme ça, que tu vois, genre, t'as toujours des inconnus, en fait, dans peu importe ce que tu vas lancer et ce que tu vas faire.
Le but, enfin, tu vois, genre ça, c'est une technique pour minimiser tes chances de te rater. Ça garantit pas le succès, tu vois. Mais en tout cas, tu vois, genre ça limite les mauvais choix quelque part. Ouais, parce que tu essayes d'anticiper justement qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche pas ou qu'est-ce qui pourrait ne pas se passer comme prévu. Et tu essaies d'y pallier avant que ça arrive. Le but, c'est pas de se bloquer aussi à l'action, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas aller là-dedans, parce qu'ils vont se dire, OK, je vais trop réfléchir et je vais overthinking, pas overengineering, je vais overthinking et je vais pas me lancer. Alors qu'en fait, je pense que c'est faux du moment que tu vas pas faire une liste de 40 inconnus, quoi. Faut être raisonnable. Ouais. Et en plus, en vrai, si tu prends le temps de le faire, ça, c'est vraiment un peu la partie théorique. Donc, en vrai, normalement, les devs qui aiment pas trop le marketing, ils devraient kiffer cette partie parce que c'est un peu, tu vois, genre, quelque part, c'est théorique. Ça peut être relou, mais d'ailleurs, j'ai créé un GPT gratos. Peut-être on pourra mettre le lien pour les gens, parce que ça peut vachement vous aider là-dessus. J'ai testé, il est vraiment énervé. Parce que, L'inconnu killers. Ouais, l'inconnu killer, il est énorme. Énorme. Ouais, je le mettrai en description, bien sûr. Et l'idée, en gros, c'est que si vous faites la liste de toutes vos inconnus, vous essayez de garder les plus critiques. L'idée d'après, c'est tu fous ça dans une matrice, tu vois, par rapport à high impact, low impact et high effort, low effort. Et donc, ceux qui sont high impact and low effort, en gros, il faut que tu vires toutes les hypothèses, enfin, toutes les hypothèses que tu dois aller checker qui ont peu d'impact, qui sont secondaires, tu les vires. Celles qui peuvent avoir un high impact, celles-là, tu les gardes et tu fais en priorité celles avec high impact, low effort. C'est-à-dire que, par exemple, un truc typique high impact, low effort, c'est aller parler à un client, tu vois. Aller parler à un client potentiel. Demander à une personne de ton réseau de te faire une intro. Ça, c'est un truc qui te prend, tu vois, genre 2 minutes à faire. T'as une demi-heure de conversation avec un client potentiel. Tu vérifies 10 autres hypothèses critiques comme ça, juste en parlant à la bonne personne, tu vois. Idéalement, il faut plus d'une personne parce que tu peux être biaisé, tu peux être sur une personne, tu vois, qui est peut-être pas ta cible en fait. Donc, il faut peut-être aller checker plusieurs cibles. Mais ça, en général, il faut que tu commences par ça et ça te fait un peu ton pré-go-to-market. Et ensuite, le go-to-market, c'est les high impact, high effort. C'est celle où ça va te prendre du temps, tu vois. Par exemple, ça va être potentiellement créer le produit. Tu vois, t'es pas obligé de créer le produit pour pouvoir tester l'appétence du marché et son potentiel. Par contre, sur certaines hypothèses, tu vas être obligé justement de créer le produit. Et donc ça, c'est un high impact, high effort. Et ça fait, ça, tu vois, genre, y a pas que ça, évidemment, tu vois. Ça peut être juste faire la landing page, par exemple, foutre un paywall, c'est pas high impact, high effort. Par contre, organiser le webinaire, le promouvoir, faire tous les posts, etc. Ça, c'est un projet en tant que tel, tu vois. Et donc, si tu les organises comme ça, quelque part, tu peux faire les trucs, vérifier les critiques rapidement, tu vois, ça te prend peu de temps. Et comme ça, t'investis tes efforts, ton énergie sur les trucs qui prennent du temps, mais au moins, tu as la certitude qu'ils vont être critiques au succès du projet. Et donc, tu vois, genre, c'est dans ton intérêt de les faire dans cet ordre-là. C'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, cette approche, parce que ça te permet de rationaliser, d'approcher tous tes inconnus et tous tes problèmes, entre guillemets, de manière pragmatique, ordonnée. Je sais dans quel sens je dois le faire pour justement gagner du temps et de l'efficience au final. Donc ça, c'est cool, surtout quand on est solopreneur. On n'a pas trop ce luxe-là. Et c'est pour ça que tu vois, genre, c'est pour ça aussi la méthode NERDS, c'est que, en fait, si tu te concentres sur un marché ou une industrie, ben, à force, tu vas connaître, enfin, tu vois, tu vas diminuer vachement la part d'inconnu qui est liée au marché, qui est liée à ton prospect, qui est liée, tu vois, genre au partenariat, aux conditions de marché, etc. Donc, si tu réduis cet inconnu-là, ben, tu as un avantage compétitif de fou par rapport à n'importe qui d'autre qui va lancer un produit, tu vois, sur ce marché et qui ne connaît pas aussi bien le marché que toi. Comment un dev, au final, il peut devenir un bon vendeur et arrêter de se sentir un peu, c'est imposteur, pas légitime. En gros, il y a plusieurs niveaux, tu vois, de complexité pour répondre à cette question. Euh, En gros, il y a beaucoup de devs qui pensent que vendre, c'est mal, tu vois. Et donc déjà, ça, c'est une fausse croyance qu'il faudrait éradiquer, tu vois. Et ça, je sais pas s'il y a un podcast d'une heure, ça suffirait, mais dans les grandes lignes, tu vois, genre, faut arrêter. C'est comme les marketeurs, c'est tous des vendeurs de tapis, tu vois. Genre, c'est les clichés, tu vois, qu'il faut enlever. Euh, si t'es éthiquement une bonne personne, ce que tu devrais être pour être bon en business, tu vois, genre, il faut que tu sois fiable, tu vois, en business, et moralement et éthiquement.
si tu as quelque chose à vendre qui va aider tes clients, qui va changer la vie de tes clients, c'est ton devoir de lui vendre, tu vois. C'est pas genre il faut que je sois un bon vendeur ou pas. Non, c'est ton devoir, tu vois. T'as créé une solution pour aider cette personne, c'est ton devoir de l'aider à vendre, à transformer sa vie, tu vois, à ce qu'il ait une transformation et à vraiment lui changer sa vie. Si tu sais que t'as un mauvais produit et que tu vas pas l'aider, c'est ton devoir de pas lui vendre. Au pire, tu vois, genre, tu fais gratos et tu l'améliores grâce à ses retours, mais c'est ton devoir de pas lui vendre. Et donc, si t'as quelque chose qui est bon et que tu sais, c'est ton devoir, tu vois, après tous les efforts que t'as fait pour construire quelque chose de bon, c'est ton devoir d'aller le faire. Et quelque part, le secret de la vente, il est très simple. C'est créer déjà quelque chose que les gens veulent. Si t'as une bonne offre, tu vois, si t'as un produit qui apporte beaucoup de valeur, et c'est la première condition pour vendre quelque chose. Et le deuxième truc, c'est vraiment que tu dois être toi-même persuadé que t'apportes une vraie solution, tu vois. Si t'es pas sûr du truc, ben ça va se sentir, tu vois. Tu vas pas mettre la même conviction. Là, par exemple, si j'étais pas sûr de ce que j'étais en train de dire, je mettrais moins de conviction dans mes mots, je serais là un peu hésitant, tu vois. Là, je suis persuadé que c'est le cas, et donc c'est pour ça que je mets, tu vois, genre cette force dans la voix, c'est parce que je suis persuadé que c'est vrai. Le grand padré du marketing moderne, Oromotsi, dit selling is attends, merde, j'ai plus la ref. J'ai plus la quote. La vente, c'est un transfert de croyance sur le pont de la confiance. J'ai sauvé le truc. Ouais. Bravo. C'est un transfert de croyance. Donc, du coup, si toi, t'es persuadé que t'as un bon produit, ça sera hyper simple de persuader une autre personne que t'es convaincu de la puissance du produit si il y a une confiance entre toi et lui. Ouais. Et donc, pour avoir la confiance, t'as juste à être, tu vois, genre, une bonne personne, tout simplement. Donc voilà, donc en vrai, tous les devs ont le potentiel d'être des bons vendeurs. C'est juste qu'ils doivent créer un truc dont ils sont assez fiers pour ne pas avoir honte justement et se dire c'est pas assez bon, tu vois, genre faut continuer à le bosser, etc. Faut aussi lâcher prise, tu vois. Si c'est pas parfait au début, tu vois, tu vas pas essayer de vendre un truc hyper cher si c'est pas parfait, tu vois. Faut apprendre à justement, l'idée, c'est de nerds, tu vois, c'est de dire commence gratuit, tu vois, on regarde si vraiment ça te change la vie et les prochains je leur facturer, mais toi grâce à tes feedbacks, grâce à ton témoignage, tu vas aussi contribuer à faire que le produit est pertinent et donc tu vois, c'est la moindre des choses que je te fasse pas payer et qu'en retour j'améliore le produit et que les prochaines payent, tu vois, c'est une juste évolution quelque part, quoi. Ce qu'on avait fait sur la partie data analytics du coup, sauf qu'au final on a laissé ça gratuit. Au début, on avait développé ce premier dashboard, tu vois, comme on en avait parlé même à l'époque. Et rapidement, on s'est rendu compte que ce serait assez compliqué à monétiser parce qu'au final, la data en elle-même, elle n'est pas actionnable. C'est-à-dire que là, tu peux avoir toutes les informations du monde livrées sur un plateau en argent. La plupart des gens vont me dire, ok, c'est bien, maintenant je sais ça, mais j'en fais quoi, tu vois? Clairement. En fait, j'ai compris après coup, parce que peut-être que moi, j'ai pas le niveau d'éducation sur cette chose-là ou quoi, ou que j'étais peut-être plus sensibilisé à l'importance de la data. Mais que, très souvent, on te donne l'info, mais après on te dit ok, mais il est où le plan d'action? Qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Ouais. Et du coup, c'est de là où est venue l'idée de cette deuxième feature, de ramener du coup les missions qu'on avait déjà scrappées et en faire quelque chose de plus actionnable. Mais via un SaaS, pas via encore un service où nous on parle directement tout le temps avec notre audience. Mais ouais, et même ça, tu vois, c'est quelque chose à laquelle aussi on a pensé parce que quand je parle régulièrement avec les devs, il y a beaucoup de problèmes sur le positionnement, sur la compréhension du marché. Ils me disent ok, ton outil il est cool, on comprend mieux le marché, mais je sais toujours pas comment me positionner dessus. Et c'est assez récurrent du coup. Et ça m'étonne pas d'un côté. Tu vois. Non, mec, c'est normal. C'est normal. Il y a pas de mal à ça. Mais la question c'est ok, bon maintenant je sais ça, comment je fais pour vous aider parce que aussi comme on disait au tout début, quand tu te mets sur un marché, sur une niche, tu te dis ouais, ces gens-là, j'ai envie de les servir, j'ai envie qu'ils atteignent leur objectif. Et moi clairement avec Faris, c'est ce qu'on a en tête. On a envie d'aider les devs à mieux trouver leur mission, à moins galérer, à moins perdre de temps, à faire de cette expérience-là quelque chose de moins frustrant en fait. Il y a énormément de frustration aujourd'hui autour de ça. Et je pense qu'on peut un peu changer les choses. Ben ouais, mais carrément. Et ouais, c'est vrai que j'ai eu des cas, enfin, tu vois, genre pas de jugement encore une fois, tu vois, c'est normal, c'est pas les mêmes disciplines, etc. Mais effectivement, j'ai des cas où genre je suis là, bon, maintenant tu vois, on va bosser sur la niche et les personnes me donnent des trucs qui sont pas des niches, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est tellement naturel parce que je l'ai vu tellement de fois, tu vois.
Mais effectivement, quand tu découvres, enfin, c'est comme moi qui découvre le code, je me rends compte que, tu vois, genre, JavaScript, c'est pas pareil que Python. Ouais. Tu vois, genre, ben, c'est normal. Enfin, tu vois, ça prend 20 minutes à apprendre. Enfin, tu vois, genre, à se rendre compte que, ben, c'est pas les mêmes trucs, etc., qu'il y a des subtilités dans les frameworks, dans tout ce que tu veux. Ben, c'est un peu pareil en marketing, tu vois, il faut juste que tu apprennes vraiment la base de la base. Je pense qu'en vrai, surtout à notre époque, où, tu vois, les non-devs, ils vont avoir de plus en plus de chances de pouvoir développer des trucs eux-mêmes, tu vois. Pas forcément, genre, je vais tout déléguer à l'IA, mais rien que le fait d'apprendre, le fait d'avoir un tuteur. T'imagines, genre, quand toi, t'as commencé à coder, si t'avais déjà ChatGPT à l'époque, Ouais. euh, Ça m'aurait bien aidé, ouais. tu vois, le Surtout, meilleur comme tu dis, tuteur comme au un vie. tuteur. Ouais, un tuteur personnalisé qui dort jamais, toujours hyper responsive, tu vois, qui va te filer des insights, tu vois, à 3 heures du mat. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc, apprendre à coder, tu vois, genre, t'as juste besoin d'apprendre la base. Tu vois, genre, peut-être des frameworks, de l'architecture, etc. Et l'IA t'ouvre une mer de possibilités. Mais là, c'est pareil, tu vois, niveau marketing. Apprends juste la base du marketing. Tu vois, c'est quoi un positionnement, c'est quoi une niche, c'est quoi un persona, c'est quoi une offre, c'est quoi, tu vois, genre, tous ces trucs-là que t'entends qui font un peu bullshit. Et en fait, c'est juste de la logique. Donc, dis-toi que si t'as appris à coder, mec, apprendre le marketing, c'est 10 fois plus simple, tu vois. C'est juste qu'il faut que tu actives C'est une autre logique. Ouais, c'est une autre ouais, logique, quoi. Mais ça reste très, très pragmatique. l'intelligence émotionnelle, hein. Grosso merdo, la vente, c'est de l'intelligence émotionnelle. Donc, tu vois, genre, t'en es pas dépourvu. C'est impossible, quoi. Ouais. Même si tu Ouais. passes ton temps à parler à une machine, tu vois, j'entends là forcément. Donc, c'est juste, apprends les bases, active un petit peu la logique derrière. Et après, derrière, bah, c'est délivrer de la valeur. Ouais. On peut rentrer dans le détail de ce qu'est la valeur, mais. Bah, on va sûrement rentrer un petit peu dans plus de détails. Là, sur la partie go-to-market, j'avais une question pour toi sur ce sujet-là, pour attaquer. Dis-moi tout. Si tu devais nous conseiller, du coup, nous, sur Tech Insight, sur notre stratégie go-to-market, par quoi tu commencerais? Sachant qu'on fait ce pivot là actuellement, hein, Ouais. aussi. On Ok. va cibler Ouais. exclusivement les freelances et qu'on doit leur trouver une mission en 3 clics. Ok. Ben, pour moi, il y a 3 méthodes. On les fait hyper vite. Et quand tu vois, genre, tu me dis celle Ouais. que tu préfères, celle que tu penses qu'elle est la plus appropriée. Et on part Parfait. sur le scénario. Donc, parce que ça dépend forcément des contextes, etc. J'ai pas toutes les informations. Première méthode, du coup, je l'appelle un peu la méthode Picasso. Great artist, good artist still, good artist copy, great artist still. L'idée, c'est, tu regardes sur le marché, qu'est-ce qui existe déjà? Est-ce que tu as un truc similaire qui existe? Pas Ouais. forcément en France, parce que, bah, du coup, tu vois, genre, essaie d'aller voir aux US s'il y a des trucs similaires qui existent. Et tu chopes l'un ou tu vois l'une ou deux features qui est le tout qui fait toute la diff, qui apporte toute la valeur sur leur produit et tu le rajoutes au tien, tu vois. Ouais, je vois. Ou tu l'adaptes. L'idée c'est pas de faire un produit Frankenstein, tu vois, faut vraiment qu'il y ait une logique aussi dans ce que tu intègres, mais essaye de voir ce que font les autres. Si c'est pas exactement sur le modèle des freelances, peut-être que tu peux choper un truc d'une autre industrie. Donc tu vois, genre l'idée c'est plus de voir le pattern, comme je te disais, tu vois, avec les subventions. L'IA pour lui choper les subventions. Tu vois, genre, essaie de voir la logique qui marche, qui est à l'œuvre et qui fait que ben, c'est un bon produit et l'appliquer toi à ton cas spécifique. Ça, ce Ouais, très cas-là, ça intéressant. marche bien quand c'est un business model qui existe déjà, tu vois. Enfin, qui est bien établi. La deuxième option, on l'a aussi un peu évoqué, c'est la méthode MVT, du coup Minimum Viable Test. C'est on liste les inconnus critiques, on les transforme en hypothèses. Si nécessaire, on les transforme en sous-hypothèses et pour chaque sous-hypothèse, on va aller chercher le test le plus simple pour aller vérifier cette sous-hypothèse. Parfois, ça va être, tu vois, genre aller consommer chez la concurrence. Parfois, ça va être faire juste une requête à ChatGPT. Parfois, c'est passer un coup de fil à tes power users. Tu vois, genre, comme on disait, ça dépend de ta matrice et voilà. La troisième méthode, c'est du coup la méthode NERDS. C'est du coup tu te dédies à fond à cette niche-là qui sont les solopreneurs et plutôt que juste penser Tech Insight, tu penses écosystème, donc tu penses à toutes les problématiques que peut avoir tu vois, genre ta niche spécifique, donc les devs freelance, ok, c'est quoi toutes les problématiques qu'ils ont et pour chaque problématique, tu vas essayer de répondre en créant un mini produit. Donc c'est pas forcément un SaaS, tu vas pas te faire chier à faire un SaaS à chaque fois,
Parfois, ça va être un petit agent. Parfois, ça va être une vidéo comme on est en train de faire. Peut-être que tu vois, t'es déjà en train d'appliquer la méthode NERDS de manière plus ou moins consciente. Si t'invites les invités parfaits à chaque fois pour les développeurs freelance, eh ben, tu vois, t'as de quoi faire un blog, t'as de quoi recycler ça en contenu hyper pertinent, en short, etc. Donc l'idée c'est, tu vois, ton contenu, tu peux en faire une formation, typiquement. Donc peut-être qu'il y a des trucs, tu vas répondre, ce sera plus facile de répondre aux problèmes avec de l'information, et d'autres, ça va être plus simple de répondre avec un produit, une automatisation, tu vois, genre une session de coaching one-on-one. L'idée, c'est vraiment de lister et d'être exhaustif sur toutes les problématiques principales qui font qu'un freelance a de la frustration. Et pour chaque problème, brainstormer des solutions et trouver celle avec le meilleur temps et force. Voilà. J'ai tout donné là. Ouais, carrément, mais comme tu as dit, tu avais pas tout le contexte, comme on a parlé très rapidement. Donc tu as donné toutes les stratégies qui sont applicables pour que tu m'as donné 3 clés, 3 possibilités qui sont applicables en plus les 3 en même temps. Ça qui est cool. Ne serait-ce que la première, aller regarder sur le marché anglais, je l'ai pas fait. Ouais. Je sais que sur le marché français, il y a personne qui essaye de faire ce qu'on fait. Ouais. Du moins, je l'ai pas trouvé. Et dans l'écosystème tech, par contre, vraiment dans l'écosystème tech, avoir un outil qui te permet en quelques clics de trouver vraiment tout ce qui te correspond. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Il y a Collective qui fait un truc un peu similaire, mais dans le sens inverse, pour qu'en fait les recruteurs trouvent les devs. Tu vois, c'est très très smart. Et moi, l'idée c'était pas de me positionner sur le même créneau que eux, parce que ça serait pas pertinent. J'ai pas envie de faire la même chose. Mais comme tu dis, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, notamment avec la boîte qui utilise l'IA pour accéder au fonds public là. Ça, je trouve ça ultra intéressant. Je vais m'enseigner dessus. Il doit y avoir des patterns comme ça qui se répètent et que ça réplicable. En fait, parfois, tu vois, genre, là, c'est un peu hybride entre la première méthode et la troisième méthode. C'est, tu peux, en fait, quand tu crées un écosystème, t'es pas obligé de tout créer toi-même. Tu peux aussi agréger, tu vois. Donc, peut-être s'il y a des solutions qui existent, genre Collective, tu vois, et il y a une autre solution qui existe qui va te refaire ton CV et ton profil LinkedIn, une autre qui te fait la lettre de motivation. Toi, t'es pas obligé de tout construire. C'est juste toi qui va créer une automatisation avec chacune de ces briques et faire en sorte que tu arrives sur le marché avec une offre qui est au-dessus de tout ce qui se propose, tu vois. Donc t'es pas obligé, tu vois, genre de construire chaque brique. C'est juste que t'assembles. Quand il manque des pièces au puzzle, tu les construis toi. Et comme ça, l'idée c'est de partir vraiment de créer la meilleure offre possible. Et la meilleure offre possible, du coup, tu te limites pas en termes de pensée, en termes de genre, faut que ça soit un SaaS. Enfin, tu vois, genre, faut que ça rentre dans mon SaaS, donc faut que ça soit une feature. Non, tu vois, genre, la problématique complète, c'est toute la frustration, enfin, enlever la frustration des devs. Faudrait mieux définir, tu vois, cette problématique. Enlever la frustration des devs à trouver une nouvelle mission. Quels sont, tu vois, les problèmes sous-jacents à ce problème principal? C'est, tu vois, genre, peut-être qu'ils sont pas assez visibles. Peut-être que les missions, elles sont pas assez pertinentes par rapport à leur profil. Tu vois, genre, tu les listes toutes. Ensuite, tu vas lister les sous-problèmes. Donc, pourquoi ils ont pas un bon profil? Parce que, ils ont pas du tout mis en avant leur expérience. Parce que ils ont pas optimisé leur profil sur Malte et les autres plateformes. Tu vois, donc tu prends chaque sous-problème et une fois que tu as les sous-problèmes, là, hop, solution. C'est quoi la solution la plus simple pour tu vois, avoir un meilleur profil LinkedIn ou Malte? Mais soit tu fais un coaching, soit tu fais un coaching de groupe, soit tu fais une vidéo qui explique le truc. Tu vois, genre t'as pas besoin d'un SaaS. Mais par contre, si tu résous toutes les problématiques et que idéalement t'en fais beaucoup toi-même, tu vois, tu peux l'automatiser, mais t'offres un truc compact avec une vraie promesse. Tu vois, c'est j'aide les devs freelance à trouver leur prochaine mission sans galérer, tu vois, où ils ne payent pas. Et toi, derrière, tu vois, genre, t'as une offre qui est scalable et qui est potentiellement productisable aussi, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas pouvoir faire via des vidéos, via des automatisations. Et donc, du coup, délivrer beaucoup de personnes et passer moins de temps. Donc, la méthode NERDS, tu vois, ça serait Pass Tech Insight en full gratos. Et derrière, c'est ton canal d'acquisition quelque part pour derrière vendre une offre un peu premium, tu vois, qui est entre de l'accompagnement, des services gratuits et des petits produits, tu vois, qui ne prennent pas beaucoup de temps à faire, mais pour la personne, ça apporte énormément de valeur. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. J'en avais parlé aussi du coup lors de mon podcast avec Romain Cérezo, et il m'a expliqué que pour un peu contrer le churn qu'ils avaient sur Accenture, ils s'étaient mis en fait à faire des mini tutos, des mini formations intégrées dans l'app, tu vois,
pour t'apprendre à utiliser l'outil et au final à atteindre ton objectif. T'es venu sur SendShot pourquoi? Pour créer des shorts qui vont faire des vues. Tu veux que derrière toi, soit juste pour le succès des vues, soit pour vendre quelque chose. Donc l'idée, c'était d'apprendre aux personnes qui viennent sur SendShot à bien l'utiliser, à atteindre leur objectif. Et en fait, il m'a dit qu'avec ça, ils ont grave réduit le taux de churn sur leur SaaS. Donc c'est super smart. Et je lui ai dit, ça m'intéresse beaucoup parce que nous on a pensé faire de la formation, tu vois aussi, faire une petite formation, parce que les problèmes de positionnement, nous on a les datas avec ce qu'on fait. Maintenant, comment te positionner dessus? Je peux pas créer un SaaS. Je peux peut-être avec un agent IA, on pourrait faire quelque chose qui conseille, qui me donne des conseils. Il sera pas aussi pertinent qu'un contenu vidéo et ça sera pas aussi pertinent qu'un coaching et sera pas aussi pertinent encore le stade ultime. Je le fais avec toi directement, on se partage l'écran et tu vois, on fait ça en one-one, quoi. Pair coaching, pair programming. Voilà, c'est ça, exactement. On fait du pair programming chez LinkedIn. Donc ça, ce serait vraiment c'est un peu tous les niveaux que j'ai étudiés. Mais pour rester sur l'univers du SaaS, je me dis que ça pourrait être pertinent pour nous à un moment donné de faire vraiment des très très courtes vidéos comme ça pour les aider sur ces points de frustration là et du coup avoir un intérêt supplémentaire à l'utilisation du SaaS. Ça c'est marrant parce que c'est une idée. Je le vois de plus en plus, je l'ai vu sur tous les derniers logiciels en vrai que j'ai utilisés, ils font ça plus ou moins, tu vois, genre iClosed par exemple, genre limite c'est dans le truc de navigation principal où t'as toutes les vidéos, tu vois. Il y en a une autre que j'ai essayé où c'était pareil, tu vois, genre Riverside là qu'on utilise, c'est ça. Ouais, Riverside aussi, tu vois. Ils ont des vidéos explicatives de comment ça marche leur outil, de ce que tu peux faire avec les tours en 2.2, t'as toutes les infos. On a essayé encore un, c'était lequel et TLDV là aussi le truc pour enregistrer pareil. Franchement la vidéo ouais, c'est un must-have, franchement. Ça te demande pas trop d'efforts. Ton prospect, en gros le ratio comme tu disais, du coup high impact et low effort, on est pile là-dedans en fait avec la vidéo. Alors que aller créer un coaching, un accompagnement, on est plus dans du high effort et high impact. Donc ça c'est vrai, tu vois. Et moi pour l'instant du coup c'est pour ça que je repousse et je mets ça de côté parce que c'est pas vraiment ce que je veux faire pour l'instant. Mais pourquoi pas plus tard, suivant comment on arrive à se staffer. Et je ferme la porte à rien, tu vois, ça dépend en fait de ton marché, de ce que ton audience veut, point barre. Moi, si mon objectif avec ce que je fais, c'est vraiment et sincèrement d'aider les freelances à trouver des missions, s'ils ont besoin de ça, je leur donnerai ça, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Comme tu as dit, sinon, ne serait-ce qu'en agrégeant des choses qui existent déjà. Exactement. Et tu vois, genre, t'as tout intérêt, limite, si t'as pas envie de t'embêter avec ça, t'as tout intérêt à négocier avec des potes à toi qui sont coachs. Tu vois, tu leur demandes un tarif réduit, tu l'inclus dans une offre plus globale que t'offres, tu vois, genre toi, ta cible, et qui englobe ça, et du coup, tu vois, genre, t'as moyen de créer un déséquilibre entre la valeur perçue et les gens qui sont prêts à payer, tout en faisant en sorte que tout le monde marche, tu vois. Donc, tant que, tu vois, genre, la valeur que t'apportes, elle est assez grande, donc, typiquement, quand tu vas choper des missions qui te rapportent 10K par mois, la valeur, elle est énorme, forcément, donc, c'est là où tu vas pouvoir le plus marger, mais tu les comme en apportes. plus dans mon réseau, j'ai de plus en plus de personnes. Donc, il y a Karim que j'ai invité sur le podcast, qui nous a fait une masterclass sur la prospection qui était magistrale. Tu vois, ça pourrait être des personnes avec qui je peux créer un partenariat avec Tech Insight qui serait intéressant et faire bénéficier aux personnes qui font des coachings avec lui, justement d'un tarif réduit ou même de l'inclure directement. Je sais pas comment on pourrait faire ça. C'est quelque chose que je réfléchis beaucoup. J'en ai parlé tout à l'heure avec Joanne d'ailleurs. Parce qu'il y a avec Joanne Baroque aussi on pourrait réfléchir à faire quelque chose comme ça pour eux avoir un outil qui amène encore plus de valeur à leurs prospects et nous du coup d'élargir notre champ d'action et voilà, puis ça servirait à des gens qui sont aussi comment dire, des personnes qui prennent un coaching, un accompagnement, ils sont très actifs en général, pas passifs, donc ils sont déjà sensibilisés à ces choses-là, donc leur donner un outil, une arme en plus, c'est toujours le bienvenu, quoi. Et surtout, tu vois, genre dans cette conception du partenariat-là, c'est un win-win-win des familles de fous, tu vois. Parce que tu vois, avec ton produit, t'augmentes la valeur perçue des coachs, t'augmentes la valeur perçue de ton outil avec le coaching premium en plus que tu arrives à dégoter.
Et du coup, les grands gagnants, ben, c'est les utilisateurs des deux côtés. Parce que Carrément. ben, ils ont une expérience plus riche, ils ont une expérience, tu vois, plus personnalisée. Ah, et même, il y a quelque chose à laquelle j'ai réfléchi aussi, vu on va rediriger du trafic ultra qualifié, vers certaines plateformes, donc un framework ouais, comme ce Jungle, Looking for Tech, Collective, et je sais pas, il y en a d'autres aussi qui vont sûrement se rajouter, tu vois, Hello Work, des trucs comme ça, les plateformes qui ont pas mal de missions. Euh, pourquoi pas même essayer de voir avec eux un partenariat, tu vois, parce que du coup, on peut facilement traquer les utilisateurs qui viennent de chez nous. Ouais. Si ça aboutit chez eux à une signature de contrat, ne serait-ce que 1, 2, 3%, tu vois, de la signature de ce contrat-là, Ouais. ça nous permettrait de valoriser encore plus les efforts qu'on fait, d'avoir du budget pour mettre dans la pub et leur amener à eux aussi, à ces plateformes, ces job boards-là, in fine, plus de potentiels clients, tu vois. Ouais, c'est clair. En fait, moi, j'essaie de me positionner, comme on disait, au niveau de l'écosystème avec cet outil-là, en tant que pierre angulaire, tu vois, à un carrefour où en fait, on va être, c'est les meilleurs business, c'est les meilleurs business. Les business comme ça, c'est le meilleur parce que si on arrive à faire ça sur les freelance dev, je peux le faire sur les freelances de toute la tech qui existe. Et Ouais. après, je peux même élargir au CD. Donc en fait, tu peux avoir, en fait, à la Amazon, tu vois, tu maîtrises d'abord ton truc, tu vends des livres, tu fais 1 million, 2 millions, enfin 1 milliard pour eux. Mais je serai peut-être pas. Mais c'est ça un petit peu la stratégie que là j'essaie de mettre en place et la vision comment elle grandit. Mais c'est ouf parce que là, juste aujourd'hui, il y a Farid qui a fait un post sur notre première landing page qu'on avait fait en septembre dernier pour capturer des emails. Au début, on savait pas du tout ce qu'on faisait. Et c'était juste capturer des emails pour envoyer des insights comme ça. Et aujourd'hui, on voit ce qu'on a réalisé. C'est assez bluffant, quoi. On savait pas du tout que ça deviendrait ça. Ouais, c'est le pouvoir d'être en mouvement, quoi. C'est Voir, ouf. C'est vous ouf, avez eu oui. du momentum au début, tu vois, avec une bonne traction avec tes posts et tout. Et ensuite, bah, c'est le fait d'être, vous êtes lancé, d'être en mouvement, bah, t'apprends constamment, tu modifies constamment, tu vois, genre, Ah, beaucoup de remise en t'évolues question. constamment, tu vois, le message, le produit. Et ouais, je suis d'accord, c'est un business qui a trop de potentiel, comme tu dis, parce que c'est au carrefour un peu de plein d'opportunités. Le plus gros challenge, c'est vraiment de maintenir ce momentum, de continuer à grossir, à avoir de l'attraction. Tu vois, parce que justement, avant de devenir un Amazon et de pouvoir, tu vois, capitaliser sur tes canaux de distribution, parce que la distribution, c'est le nerf de la guerre, eh bien, il faut justement que tu aies réussi à mettre en place des canaux, tu vois, genre, t'es vraiment craqué tout le game du truc pour dire maintenant, pour moi, passer de tech, de freelance dev à freelance dans la tech, tu vois, genre, c'est pas une grosse prise de risque. Oui, non, non. Sur l'outil, non, ça reste les mêmes fonctionnalités. C'est juste qu'il faut que tu aies récupéré de la donnée un peu plus, comment dire, sur un peu plus de sites, ou sur les mêmes sites, mais élargir un peu plus ce que tu récupères. Ouais. Et dans ton message que tu véhicules, dans ta manière de communiquer, faut être un peu plus large, plus englobant, etc. Ouais, Et, ça, c'est plus dur. Mais c'est vu que ça, c'est dans le tech, c'est le plus dur, ça. Clairement, ouais, c'est le plus dur. C'est dans le message, dans la manière de t'adresser, à tes prospects qui est compliqué, ouais. ouais. Et c'est pour ça que imagine comment tu vas travestir ta communication si tu veux passer ensuite de freelance, tu vois, dans la tech ou freelance tout court à Ouais. CDI. Ouais, non, c'est compliqué. C'est pour ça que là, tu vois, au début, on avait fait ça. On parlait aux devs. Et là, c'est pour ça qu'on est en train de vraiment rester sur le freelancing. Ouais, Parce que si on arrive à faire, en fait, c'est un marché qui est assez gros pour nous faire vivre. Clairement. ouais, c'est Donc, en clair. fait, chercher un marché encore plus gros, c'est prendre trop de risques pour rien, en fait. Ça sert à rien. C'est pour ça, tu vois, par exemple, il y avait quelqu'un qui m'a contacté il y a pas très longtemps. Il voulait faire un outil tu sais, de photos, pas de miniature, tu vois, mais en gros de retouche de photos automatiques avec l'IA. Et il me posait quelques questions et tout, mais en fait c'était un outil qui a été fait déjà maintenant 1000 fois au moins, même plus 10 000 fois. Tout le monde l'a fait, ça tombe partout dans la vie gratuit, enfin tu trouves toutes les sauces qui marchent mieux que d'autres et tout. J'ai dit par contre si tu fais ton outil mais que tu le niches vraiment sur quelque chose de très spécifique, je sais pas, par exemple les photos de mariage, moi j'avais Ouais, mis ça au hasard parce que ça me venait, je sais pas pourquoi, peut-être j'avais entendu un mariage qui était passé pas trop loin. Si tu te niches vraiment là-dessus, t'arrives à sortir des trucs de fous sur les mariages. ouais. Là mec, t'as boulevard, il y a personne. Ah, mais mec, Personne. c'est sûr. Et C'est tu peux sûr. aller faire ça sur les photos de classe, tu peux aller faire ça sur, je sais pas, tu prends des potes avec la photo de quand ils étaient gamins, ils se remettent une photo quand ils sont plus vieux, et puis tu fais un mélange avec les liens, et puis tu arrives à générer des photos dans tous les sens à partir de ça. Il y a plein d'idées en fait sur la Ouais. génération de photos, mais me dire ouais, je vais faire un outil qui permet de générer des photos random comme ça,
tu fais fausse route direct, quoi. Ça, du vu et revu. Ben, en fait, c'est un gros problème qu'ont les devs aussi. Et c'est normal parce que du coup, c'est eux qui construisent des features. Mais c'est de vendre des features plutôt que vendre, des solutions, tu vois. De vendre des résultats. Tu vois, genre, tu vends pas un modificateur de photos par IA. Tu vends tes meilleures photos de mariage retouchées pour 5 fois moins cher qu'un professionnel et 2 fois mieux, tu vois. Et ça, c'est l'erreur. En fait, c'est un peu, les devs sont obligés de la faire, cette erreur, parce qu'en fait, ils ont tellement construit le produit que, ben, pour eux, c'est ça vraiment la partie qui apporte de la valeur, c'est la fonctionnalité. Sauf que dans le message commercial, effectivement, euh, si tu essaies de vendre de la tech, tu vas vendre de la tech côté dev, tu vois. Parce qu'il y a que les devs, tu vois, qui sont sensibles à cet argument tech. Typiquement, tu vois, je te prends un exemple. Est-ce que tu es capable de me citer un seul agent qui a explosé, tu vois? Tout le monde parle des agents IA. Est-ce que tu connais un seul agent qui a explosé? Qui a explosé peut-être pas, mais j'en vois qui sont plutôt bien partis. C'est tout ce qui est lié à la vente, au closing, tout ce qui est lié à la relance client, au warming. Les mecs qui arrivent à développer des agents IA qui sont vraiment bons là-dessus, ou même ceux qui font de la prospection téléphonique. J'avais eu un appel avec un mec qui avait une solution comme ça. Et on devait peut-être travailler avec lui, mais je sais pas, j'ai plus de nouvelles, donc je pense qu'il a pas eu le contrat avec Orange. Et en fait, il avait commencé à développer une solution vraiment intéressante. Il avait collé en fait avec des devs des solutions existantes. Et en fait, tu prospectais par téléphone en fait. Et l'IA m'a appelé, j'ai répondu. Et en fait, j'ai émis quelques objections. Et en fait, ça s'arrêtait pas au bout de 5-6 objections. Et d'une voix très naturelle, elle arrivait à contourner mes objections et faire durer l'appel. Donc moi, volontairement, je jouais le jeu, tu vois. Mais j'ai été bluffé. Je me suis dit, mais moi, je suis dans la tech, j'ai l'habitude, j'entends ça tous les jours. Mais un mec, ne serait-ce que de 40-50 ans, qui est un peu coupé de cet univers-là, qui est encore sur Facebook et tout, tu vois, lui, il appelle, il croit que c'est quelqu'un qui lui parle, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Moi, je t'avoue, ça me casse les couilles quand j'ai une IA qui m'appelle. Bah, ça Franchement, ça m'en fout, ouais. C'est pas un futur dans lequel je veux vivre. Mais ouais, je comprends, c'est hyper puissant. Pour moi, en fait, les seuls agents qui ont vraiment explosé pour l'instant, c'est les IDE boostés à l'IA, tu vois. C'est les curseurs, c'est les bols, tu vois. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les seuls qui vendent, enfin, tu vois, genre, c'est les seuls qui vendent au dev. Donc, du coup, tu peux être technique, tu peux dire c'est un IDE boosté à l'IA parce que, tu vois, genre, les devs qui sont beaucoup plus terre à terre, ils ont pas besoin de se projeter. Enfin, tu vois, genre, et encore, je l'ai étudié là pour ma nouvelle vidéo. J'ai étudié un peu les landing pages de chacun des gros, tu vois, cursor, lovable, bolt. Et d'ailleurs, Florent, il a une chaîne YouTube, je la mettrai en description, enfin, lui. Yes, let's go. La prochaine, elle va être... En plus, tu fais des méchantes vidéos très courtes avec beaucoup de valeur sur des sujets assez précis. Et t'as un très bon format, moi je kiffe, c'est le top. Ouais, c'est dur de faire des longues vidéos de 20 minutes et tout, c'est énormément de taf, quoi. C'est un taf presque à plein temps. Je me rendais pas compte, mais c'est trop long. J'ai essayé de le faire. Et en fait, c'est juste que ton script, il fait 15 000 mots. Donc, du coup, tu vois, mec, ouais. Alors, déjà, je mets des scripts de fou et genre, après le cut, la vidéo, elle fait 7 minutes. Je suis là, putain, mais j'ai tout donné et j'arrive à 7 minutes, je suis dégoûté. Enfin, les mecs qui font des documentaires d'1 heure, laisse tomber, c'est ouf, ouais. Mais bref, mais du coup, ces agents-là, eh bien, ils fonctionnent de fou auprès des devs parce qu'ils ont quand même un technique qui est vachement orienté autour du fonctionnel, tu vois, c'est build, ship, deploy, etc. Alors que si tu veux vendre des agents aux gens en dehors de la tech, eh bien, l'argument, c'est de l'IA, c'est un agent, ben, ça marche pas. Il faut le bannir, tu vois. C'est pas ça que tu vends. Tu vends pas des agents qui vont t'aider. Enfin, tu vends pas un agent de closing, je sais pas quoi. Tu vends des clients, tu vois. Tu vends du chiffre d'affaires en plus. C'est ça que tu dois vendre. Et surtout dans la vente, tu vois, si tu veux te créer, disons, tu te niches, tu vas aider, je sais pas, les avocats à vendre plus, tu vois. J'en sais rien, je dis une connerie, hein, mais les tu avocats vas pas générer des contrats basiques, tu vois. Par exemple, ça, c'est un cas créé. Ouais. Disons que tu vois, genre, tu dises, ben, moi, je suis un dev solopreneur, j'aide les avocats à, tu vois, genre, je leur construis tous les agents qu'ils veulent pour les aider à, tu vois, genre, à vendre mieux, vendre plus, passer moins de temps, scaler leur activité, etc. Si tu fais ça, ben, clairement, l'argument, je te construis une armée d'agents, elle va faire peur. Tu vois, pour les devs, pour les techs, c'est hyper excitant de te dire, ouais, j'ai une armée d'agents qui va marketer mon truc pour moi.
Mais dans la vraie vie, ça fait peur, tu vois. Donc, ce que tu vas dire, c'est tu vas vendre les résultats, tu vas vendre le truc concrètement, c'est je vous fais gagner 2 heures par semaine, je vous fais gagner 2 clients en plus par semaine, et t'as besoin de rien faire, tu vois. Et c'est toi, quelque part, tu vas vendre. C'est là où l'opportunité pour moi, c'est t'essaies de vendre des agents. C'est plutôt que vendre des agents, tu vends des résultats et tu marges sur tes agents par rapport à la valeur qu'ils créent pour toi et tes clients. C'est là où est la vraie, tu vois. Parce qu'en plus, les agents, si tu vends des agents, tu vas les vendre à l'usage, tu vois. C'est de la merde. Genre, tu vas marger sur le token, tu vois, à 1 centime par tous les 1000 tokens. Tu seras jamais riche avec un agent comme ça. Alors que si tu vends des clients, tu vois, ben, une agence d'acquisition, elle va facturer 300, 400 balles le lead. S'il est qualifié, tu vois, ben là, tu fais pareil. Et si tu as besoin de 10 centimes et de 15 agents pour obtenir un lead, ben, tu vas marger de fou dessus, tu vois. Le business des agents, il y a, je sais plus qui en parlait là, une grosse tête, dans le monde de la tech. Il dit qu'en gros, le modèle, c'est le futur des modèles SaaS. En fait, le modèle SaaS traditionnel tel qu'on connaît va évoluer vers le modèle d'agent. Ah oui, le CEO de Microsoft, je crois qu'il a dit ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est lui, hein. Ouais, je crois que c'est lui, ouais. Et du coup, tu auras c'est un certain nombre d'agents qui te permettront de solutionner une tâche précisément, d'être efficace là-dessus et de plus avoir un SaaS du coup. Ce sera du coup un AAS là, je sais pas quoi, comment ils disent là. Bref. Et du coup, on va aller sûrement vers ça, mais pour aller vers ça, il va falloir se détacher encore plus de la tech, je pense, parce que c'est trop abstrait en fait. Moi, je parle avec plusieurs personnes de création d'agents, parce qu'en fait, en parallèle de Tech Insight, c'est un créneau sur lequel j'essaie de me mettre en prestation de service au forfait, donc vendre des agents au forfait. Quand tu parles avec les gens, ChatGPT est devenu une commodité. Ouais. En fait, ça c'est une réalité de marché. ChatGPT 4, qui est une bombe atomique ou des cloud et tout. Donc, en fait, les gens qui sont pas du tout tech, hein, là je parlais par exemple à quelqu'un qui est dans le bâtiment, avec des gens qui avaient rien à voir, tu vois. Pour eux, c'est pas si compliqué que ça de faire un agent vu qu'on se base là-dessus. Ouais. Tu vois. Donc il dit bon ben le gros truc c'est ça, tu vois, c'est la grosse pierre. Toi tu vas juste mettre ta petite pierre par dessus. Donc oui, dans les faits c'est ça sur l'image pour créer un agent, mais ça demande quand même un peu de travail, un peu de temps, et c'est surtout en fait la valeur qui en ressort derrière du temps que tu dégages ou des clients potentiels que tu dégages, que signes que tu pouvais pas signer avant. Ça ils s'en rendent compte, mais c'est encore assez abstrait. Et pour l'instant les premiers retours que j'ai, c'est ah ouais, je pensais pas que c'était aussi cher. Donc tu vois, il y en a un, on lui a annoncé automatisation d'email et automatisation d'administration de tâches au niveau de ses employés, etc. par rapport aux réunions et tout ça. Donc là, on interconnecte avec pas mal d'outils Microsoft qui existent déjà et tout, mais on automatise tout ça avec du N8N et tout ça. Bref, on était sur un devis à un peu plus de 10 000 euros, un truc comme ça, tu vois. Il y a pas mal de taf quand même, de tests à faire et tout, tu vois, s'assurer pas lui livrer un truc pourri qui marche pas. Et il trouvait que c'était trop cher et il s'attendait à du 3-4 000 euros. 3-4 000 euros, c'est un site WordPress avec 20 produits. Donc, il y a un souci, tu vois. Quand tu dis, ouais, je vais avoir un agent pour le prix d'un site e-commerce WordPress avec 20 produits, du coup, là, c'était un agent IA et une grosse automatisation. Tu sais, il y a un problème, tu vois. Ça, après, en fait, c'est du taf et du game. Tu vois, genre, s'il y a un problème de prix, c'est toujours un problème de valeur perçue. Et donc, si t'as un problème de valeur perçue là-dessus, c'est-à-dire que, ben, le mec, il valorise pas assez le temps qu'il passe à, tu vois, répondre à ses mails et, Au final, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu un reproche parce qu'en vrai, je pense que, enfin, tu vois, genre, moi, j'ai fait mes armes dans le Web3, donc, si tu veux, la hype, je la connais, tu vois. Je la vois. Maintenant, c'est un second sens. Pour moi, il y a une vraie hype autour des agents IA, tu vois. C'est que, c'est une tech qui est surcotée sur le court terme et qui est sous-cotée sur le long terme. C'est comme toutes les techs, hein. Comme le Web3, finalement. Là, ouais, exactement comme le Web3. Et là, on est en plein dans le du cyclone où, tu vois, genre, chaque année, ça va être 2025, c'est l'année des agents IA. Et je pense qu'en vrai, la valeur ajoutée, elle est pas encore assez puissante, en tout cas, sur des parties, on va dire, un peu opérationnelles, tu vois. Parce que, l'opérationnel, c'est pas quelque chose qu'on a encore appris à déléguer, à externaliser à une IA. Par contre, la vente, et si justement tu te dégages de ce côté un peu IA, t'as la partie création, tu vois, de la tech, et ça, c'est fou, et ça va devenir de plus en plus fou. Et là, avec Claude 3.7, c'est une dinguerie. J'ai testé toute la journée, c'est ouf.
Et de l'autre côté, tu vas avoir du coup le problème qui est commun à 99% des boîtes, c'est l'acquisition client. Et une fois que t'as craqué l'acquisition client, ça pour le coup, c'est un problème qui est vraiment douloureux. Et les gens, ils ont pas besoin de savoir qu'il faut de l'IA derrière. Tu vois, tu peux le mentionner, tu vois. Mais c'est même pas un argument de vente qui est bien, tu vois. C'est juste dit, je te trouve plus de clients. En gros, fais-moi confiance. Et derrière, c'est à toi de déployer ton armée d'agents IA. C'est la concurrence, comme tu disais, le fait à 300 balles le lead, et que toi, t'arrives à tomber les prix à 100 balles, parce que toi, dans tous les cas, tu marges même plus que le mec qui vend à 300, parce que t'as mis en place une armée d'IA. Par rapport à ça, tu vois, ce que tu disais, par rapport à l'effet de hype, en fait, c'est un peu le ressenti que j'ai. Ces personnes-là qui sont un peu externes à ça, voient sur leur smartphone, ils installent ChatGPT, ils commencent à lui parler, ils voient qu'en fait, les cas d'application peuvent être réels dans leur business. Souvent, ils se rendent pas compte du temps qu'ils perdent sur ces tâches-là qu'ils veulent automatiser, parce que quand tu en parles avec eux, tu poses la question, c'est quoi pour vous les tâches qui sont les plus redondantes et les plus lourdes dans votre quotidien? Ils te les citent. Toi, tu les as pas inventées. Tu proposes des solutions là-dessus, et quand tu lui dis le prix pour une tâche qui est en one shot et qui après pour les années à venir, il n'a plus besoin de revenir dessus. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas 10 000 balles par mois, c'est 10 000 balles pour les années à venir. Mais c'est peut-être ça, en fait, il faut que tu fasses, toi. Si tu veux vendre ça, je pense que tu as tout intérêt à lisser le prix. Tu vois, parce qu'en fait, c'est peut-être les mecs qui se disent, ils arrivent pas à voir, tu vois, genre, putain, les mecs, pour automatiser des mails et des trucs comme ça, ils prennent 10 000 balles, mais en fait, ils voient que le résultat de court terme qu'ils ont, tu vois. Alors que si tu dis, je vous fais une licence, genre, à 500 balles par mois. Ouais, ou 500 balles par mois. Non, 500 balles par an, ou tu vois, 1000 balles par an, si tu répartis le prix, t'as l'assistance, t'as le côté, le produit va aussi évoluer, donc vous continuez de profiter des updates. Ça marche si tu te positionnes sur un seul truc, mais là on est sur des cas où les mecs ont des logiciels, c'est en gros t'es obligé de venir sur leurs outils à eux. Tu vois, tu peux pas le faire, donc en fait c'est pour ça que t'es obligé d'être sur une presta un peu au forfait, mais à la limite au lieu de dire ça te coûte 10K là maintenant, tu vois, d'entrée de jeu, dire voilà, on va faire ça va prendre un petit peu de temps, alors tu peux le faire sur un mois ou même 3 semaines, tu vois, ça va prendre 4 mois, tu vois, ça va prendre 4 mois et ça va être 2000 € par mois, tu vois. Pour ça, et de suite ça réduit. C'est pour ça que pour moi le seul moyen d'attaquer un marché d'agents IA et vraiment bien marger et vraiment bien vivre, c'est encore une fois, c'est que tu dois te nicher. C'est ce que j'ai commencé à comprendre en faisant ces calls-là avec les gens. Tu vois, une fois, si tu te niches sur la technologie, en fait, tu te niches sur la technologie, tu vois, c'est un différent angle, tu vois, enfin, ou une typologie, tu vois, tu sais s'il y a des trucs propriétaires, tu sais si, tu vois, par exemple, si tu vas t'adresser aux solopreneurs, les chances qu'ils soient sur Notion, elles sont énormes, tu vois. T'intègres, tu vois, genre le meilleur stack Notion possible pour les infopreneurs, pour les solopreneurs. Si tu t'adresses à des trucs dans le bâtiment, ils ont des logiciels spécifiques qu'ils utilisent tous. Et là, il nous parlait de logiciels, par exemple, de calcul, comment dire, de logiciels qu'ils utilisent pour faire des calculs pour leurs trucs de chantier, tout ça, pour gérer les plans. Comment ça s'appelle c'est pas RAM, je sais plus comment ça s'appelle, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils ont un logiciel, ils avaient 2 ou 3 logiciels spéciaux sur ça. Pareil, il y avait des agents IA créés. Et là, t'es obligé de faire du sur-mesure. Donc après, tu peux, comme tu dis, te nicher, te dire, OK, je vais créer un agent sur ça et je vais démarcher toutes les boîtes de bâtiments qui l'utilisent. Et il y en a un paquet, c'est vrai. Mais ça, c'est un autre taf, hein. Là, moi, je suis dans une phase d'exploration, tu vois. Mais comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas de choix, il faut se nicher encore une fois et attaquer cette niche-là, un seul agent, et tu essaies de le déployer. Un seul agent ou tu vois genre une stack logicielle ou tu vois genre ça peut être plusieurs agents mais pour une problématique d'un persona. Mais effectivement l'idée c'est plutôt qu'être sûr de pas signer un contrat à 10K, c'est tu vois signer un contrat, tu vois genre promettre moins, juste lui livrer tu vois un agent qui déjà va lui apporter de la valeur et que le rapport qualité-prix soit débile, tu vois, parce que toi derrière si ça te fait un actif, tu peux déployer facilement chez un concurrent. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut que tu le vois, tu vois, faut que tu te dises que tes clients potentiellement, ils vont te permettre de mutualiser le coût de création, d'update, d'entretien de ton agent. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je peux pas me permettre tant que j'investis sur Tech Insight. Tu vois, ça ferait 2 gros trucs comme ça. Donc là, l'idée pour moi, c'était de tester de la prestation de service au forfait sur ça, voir s'il y avait vraiment quelque chose.
J'ai parlé aussi avec beaucoup d'acteurs de dev qui essayent de prendre le même créneau parce que là, j'en vois qui apparaissent de plus en plus sur LinkedIn, qui essayent, qui en parlent et tout. Mais la totalité, pardon, de ceux avec qui je parle, en dehors des freelances en régie, je précise bien, les freelances en régie, qui sont dans des grosses boîtes et qui font ça au quotidien d'intégrer des agents, les autres, personne n'arrive à closer. Alors là, pour l'instant, j'ai trouvé personne qui a closé. J'ai parlé avec une dizaine de devs qui essaient de se mettre sur ce créneau. Et je crois qu'il y en a même la plupart qui arrivent même pas à avoir des entretiens clients, tu vois. Ouais. Ouais. Bah, Parce que le marché est ultra, je pense que là, on est un peu en avance, en fait, pour faire de la prestat de service à grande échelle comme ça. C'est comme si tu essayais de vendre des sites web, peut-être au début des années 2000, sur la place publique, tu vois. Ouais. Bien sûr, tu vas trouver des gens que ça intéressait dans les années 2000, tout début, mais vendre ça sur la place publique comme ça, non. Alors qu'aujourd'hui, c'est basique, quoi. Ouais. Tu te mets à faire des sites, tu postes un peu sur LinkedIn, tu vas faire des ventes. Ouais. Mais là, sur les agents IA, c'est moins évident, je pense. Ben, Je pense que le marché est un peu jeune. Ben, envoie-les-moi, hein. Ces devs-là, Ouais, ces devs-là, envoie-les-moi. bien sûr. Je Bien vais sûr, leur bien sûr. botter, je vais leur botter les fesses. Je vais leur dire arrêtez de vendre des agents, mais Est-ce qu'ils sont bons? Il y en a, ils sont bons. Il y en a un d'ailleurs, je pourrais te l'envoyer d'ailleurs, avec qui j'ai parlé récemment, qui a fait un agent IA, je sais plus sur quoi c'est, mais en gros, il était un peu large et il s'est encore plus niché. Et lui, il a un bon potentiel. Ouais, son projet est vraiment cool. Et pour le coup, c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, le mec, il est smart parce que si là, sur le marché qu'il attaque, il arrive à prendre une petite part avec son agent, par rapport au coût que ça implique pour lui, ouais. vu que la techno, elle est là, Ouais. chaque client, ça va être énorme parce que voilà, c'est du B2B, donc là, voilà, on n'est pas sur du B2C, c'est des autres prix, mais c'est ultra intéressant. Ok. Bah ouais, moi clairement, c'est aussi, tu vois, l'accompagnement de nerd, c'est aussi ça, tu vois, c'est un moyen de monétiser, tu vois, genre de manière bien plus smart en fait les agents plutôt qu'essayer de payer, tu vois, genre de choper, ouais, à l'usage, c'est tu vends la transformation à travers pas juste des agents, à travers toutes les solutions que tu es capable de construire pour cette niche et c'est sûr que c'est pour moi c'est la meilleure méthode parce que c'est celle qui va te permettre de marger le plus en fait sur ce que tu construis, tu vois, avec cette nouvelle technologie. Du coup, t'as répondu quasiment entièrement, mais je vais quand même te la poser cette question. Je fais un petit crochet dans le planning euh, sur en fait sur l'impact de l'IA sur les stratégies go-to-market en 2025. Quel impact va avoir l'IA selon toi sur cet aspect-là? Pour moi, encore surcoté, du coup, comme on l'a dit, un petit peu. C'est clair que ça va être game changer, mais le seul moyen que tu vas vraiment aller chercher de ton marché, du coup, c'est en te spécialisant et en répondant, du coup, à une problématique précise et en ne vendant pas, du coup, des agents. Mais, enfin, tu vois, genre, moi, je rêverais d'avoir des solutions qui me permettent de déployer des agents, euh, tu vois, genre, pour les personnes que j'accompagne, pour mes projets, etc. C'est juste que, bah, pour l'instant, en fait, tu vois, genre, pour l'instant, il n'y a pas un curseur ou tu vois, un Je vois bot ce que tu veux dire. Ouais. des agents pour les trucs marketing. J'ai une boîte qui essaye de faire ça et Mais je c'est vais trop peut-être dur, en travailler fait. avec eux. Et en fait, ils sont en train de faire une levée de fonds là. Ok. J'ai peut-être travaillé avec eux aussi avec Farid justement, s'ils arrivent à avancer sur leur partie à eux. Mais ils ont un projet très intéressant. Mais je sais pas si justement ils sont pas trop généralistes et du coup trop early Ben par ouais. rapport à l'époque. Je sais Ouais. pas. Je connais pas assez en fait leur marché, je connais pas leurs concurrents et tout. Tu vois, je connais En pas fait, assez ce qui. t'as cette problématique que tu peux pas, tu vois, genre, tu peux pas dire, tu peux te faire des workflows, mais les workflows, ça va dépendre des stratégies. Les stratégies, ça va dépendre de ce que tu vends, à qui tu t'adresses, tu vois, genre, quel canal tu vas chercher. Donc, c'est tellement, tu vois, genre, l'arbre décisionnel pour faire un curseur du marketing, il est tellement badass que les chances que ça marche, elles sont infiniment faibles parce qu'il va falloir que tu arrives à t'intégrer à chaque étape. Donc, je pense qu'en vrai, quand tu as vraiment les vrais agents, tu vois, genre, en mode capaciteur, tu vois, des trucs qui prennent possession de ton écran et qui font les trucs à ta place, si tu arrives à créer une bibliothèque de workflow vraiment hyper détaillée, qui marche, tu vois, et qui sont pas, en plus, qui s'épuisent pas dans le temps, parce qu'en général, quand tu as une bonne stratégie qui marche, tu vois, elle est pas éternelle non plus. Si tu arrives à faire ça, ouais, là, potentiellement, t'as un truc de fou,
mais comme tu dis, c'est trop généraliste, tu vois. Ils ont tout intérêt à spécialiser sur, tu vois, le B2B, un secteur en particulier, parce que tu sais que le moyen d'aller chercher des clients, c'est toujours le même, quoi. Genre là, typiquement, dans le coaching, etc., bon, ben, l'état de l'art pour faire de la prospection, c'est tu crées du contenu sur LinkedIn, tu crées du contenu sur YouTube, tu vois, genre, tu renvoies les gens que tu as sur LinkedIn, sur YouTube, les gens sur YouTube, sur LinkedIn, et tu fais du setting, tu fais de la prospection un peu à chaud, par message. Et ça, bon, ben, tu peux foutre des IA au milieu, mais tu vois, genre, tu peux pas tout processiser, tu vois, c'est hyper dur. Ça va augmenter ton pourcentage de 30, 40, 50% de closing à un instant, mais après, comme tu dis, c'est pas ça qui va faire que tu vas passer de 10K, on va dire, à 100K, quoi. Ça va pas être tes agents IA. En vrai, c'est un putain de levier. Je suis persuadé que c'est un putain de levier, mais tu vois, genre, par exemple, une vidéo YouTube. Tu vois, est-ce qu'un agent peut vraiment t'aider à augmenter tu vois, genre, à augmenter le reach, à augmenter, tu vois, ok, tu vas avoir un agent qui va te faire une super miniature, un agent qui va t'aider à trouver un titre viral, un agent qui va t'aider, tu vois, peut-être à faire tes recherches. Mais le script, tourner, enfin, tu vois, t'auras aussi un agent qui va te cloner, et, ok, tu vas pouvoir tout faire. Mais, tu vois, genre, il y aura toujours une partie où, bah, t'as besoin quand même d'une validation humaine, t'as besoin d'avoir l'input humain. En vrai, je pense qu'il y a moyen, mais c'est pas pour 2025, quoi. Pour moi, on est plus sur C'est clair. 2030, ouais, peut-être pas autant, tu vois, mais il y a encore un peu de temps avant d'avoir des trucs genre comme Cursor avec Cloud 3.7, Ouais, ça prend le encore un peu de temps, marketing. c'est clair. Et pour revenir un petit peu sur notre sujet d'avant, sur la partie go-to-market, euh, c'est quoi ta technique que tu recommandes aux devs ou aux personnes que tu accompagnes pour trouver leur premier client avec zéro budget, du coup, avec zéro en budget? Ok. Le plus simple, c'est tu fais deux trucs. C'est que tu demandes à ton réseau des introductions aux gens qui potentiellement peuvent être tes clients. Donc, tu vois, même si tu as des gens dans ton réseau qui peuvent être tes clients, c'est tu demandes toujours des introductions. Ça, c'est le petit hack. Tu dis pas, tu vois, genre, je lance ce truc, est-ce que tu veux l'essayer? Tu dis, je lance ce truc, est-ce que tu connais quelqu'un qui serait intéressé, tu vois? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a ce problème? T'envoies ça à des gens, enfin, t'envoies ça à des gens qui peuvent être ta cible. Tu leur envoies ça directement. Et s'ils sont concernés, tu vois, ils diront, ouais, moi. Et sinon, tu demandes des intros à des gens de ton réseau, tu vois, genre la famille, ta copine, etc. Si tu cibles les avocats, bon, mais tu peux demander à tout le monde de te présenter leur avocat, tu vois, ou des personnes qui connaissent des avocats. Donc ça, c'est la première étape, c'est du coup de demander à ton réseau, parce que le réseau, c'est ce qui va te permettre d'avoir le moins de friction. Et donc, quand tu crées du contenu, en plus, t'élargis ton réseau, etc. C'est très bien, tu vois. Mais la première étape, c'est vraiment demande ton réseau parce que comme ça, tu n'auras pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu vois, tu as la confiance grâce à ton intermédiaire. Et la deuxième étape, c'est de proposer gratuitement, en fait. Parce que gratuitement, t'enlèves toute la friction. Plutôt qu'essayer de monétiser Ouais. trop vite, encore une fois, t'as besoin de tester, t'as besoin de valider des hypothèses, t'as besoin de voir si les gens ils l'utilisent. Tu vérifieras après si les gens sont prêts à payer, tu vois. Ils te le diront. Enfin, tu vois, tu peux très bien faire un essai gratuit de 3 mois sur ton SaaS. Mais ouais, commence gratuitement, comme ça tu récupères des feedbacks, tu as des vrais feedbacks, des vrais insights des users, et tu récupères de la preuve sociale, chose qui est un peu ultra nécessaire quand tu lances quoi que ce soit en fait. Et comme on disait, c'est un transfert de croyance sur le pont de la confiance. Donc pour créer cette confiance, il faut avoir de la preuve sociale, ça aide énormément. Je valide à 100% ça. Au social, c'est vraiment sous-coté, quoi. T'as beau Ouais. avoir le meilleur outil du monde, si personne l'a utilisé, comme il dit Seth Godin dans le This is Marketing, c'est people like us to think like that. Donc en fait, si tu veux que ton prospect il s'identifie à ton produit, il faut qu'il y ait des gens comme lui qui l'utilisent déjà. Donc tes premiers utilisateurs, faut aller les chercher, Ouais. bon gré mal gré, quitte à laisser ça gratuit ou à faire comme nous, on a fait une prévente, à faire un truc vraiment comme ça pour vraiment tester 27, 37, je sais pas, 10 balles même, je suis comme ça, accès à vie. Ouais. Mais au Bah, en moins, fait, c'est encore une fois, très bien. c'est ton inconnu critique, tu vois. Si ton inconnu critique, c'était, toi, dans ton cas, c'était d'aller vérifier si les gens sont prêts à payer pour ça. Donc, du coup, ça faisait vachement de sens de faire ça. Dans d'autres cas, tu sais, tu vois, genre,
si tu réinventes pas la roue et si tu vois, genre, je sais pas, tu vois, genre, une IA qui te fait des mini making, tu vois, un IA mini maker, mais tu sais qu'il y a déjà un marché, tu sais qu'il y a déjà des gens qui payent des mini makers. Tu peux aller le vérifier facilement en allant sur n'importe quelle plateforme. Donc, du coup, c'est pas tant ça l'hypothèse critique, c'est est-ce que l'IA va être, tu vois, genre, l'hypothèse, elle est plus sur le produit, là. Est-ce que mon IA va être assez bonne pour que les gens soient prêts à payer pour une mini faite par une IA, quoi. Pour l'instant, j'ai pas vu d'outil qui m'a convaincu là-dessus. Ah, il y en Il a m'en un a pas mal, hein. proposé. Mini Mimic. Ouais, je sais, il m'a envoyé, j'ai pas encore pu tester son outil pour l'instant, c'est le seul que je trouve, un peu sympa et qui fait, comment dire, euh, tu peux, tu peux en fait, avec son outil, avoir un petit peu ton style à toi, tu vois. Ouais. Moi, ce que j'ai pas aimé sur tout ce qui est génération de photos, de minias, peu importe, c'est que rapidement, t'as le truc à tout le monde, en fait. Ouais. Et sur YouTube, si tu es comme tout le monde, ça attrape direct. Donc, Non, ça a là, aucun c'est intérêt. fou. Je le teste sur mon channel et j'ai les stats, si tu veux, je partage mon écran, c'est abusé. C'est tu vois, les minias que je fais moi sur Canva, elles sont à 20-30% et les siennes, elles sont à 40-60%. De quoi, Bon. de ton clé? Ouais, en A/B test. BTS, ouais. Ouais. Ah oui, Enfin, moi, non, non, le CTR, non, non, il est non, pas à j'allais dire, 40%, t'as t'imagines. 30%, c'est énorme. Je suis T'as la craqué première le game. youtubeur de France. Non, non, non. Non, mais le CTR, ouais, est bien plus élevé avec ce minias, effectivement, qu'avec les miennes, quoi. Donc, maintenant, je m'en remets à lui, quoi. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ben, moi, tu vois, je travaille avec un mini maker. Pour l'instant, je suis assez satisfait du taf qu'il m'a fait. Sur toutes les vidéos du podcast, il m'en a fait quelques autres. Et d'ailleurs, faut que je refasse une vidéo là cette semaine, où justement, je vais rentrer en détail sur ce qu'on fait sur Tech Insight et parler du coup de notre pivot justement. Parce que ça va être assez intéressant, je pense, et ça nous permettra de nous adresser à notre audience et de voir avec eux si encore une fois ils valident ou pas, tu vois. C'est tout le travail qu'on fait, c'est utiliser LinkedIn et YouTube, qui sont nos principaux canaux d'acquisition et de communication. Et avec ça, ben, on peut itérer assez facilement avec des très bons feedbacks sur le produit, c'est le top. C'est clair que le contenu, c'est le ultimate MVP. Carrément. C'est le moyen le plus C'est simple vraiment d'aller très bon. tester souvent, tu vois, genre, hey, j'ai cette idée, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois. Si tu sais que t'as 0 like, bon, ça veut pas dire que c'est de la merde, mais tu peux te poser des questions sur la manière dont tu l'as formulé. Déjà, la proposition de valeur ou la promesse, elle est pas ouf. Tu sais que faut que Ouais. tu retournes travailler ça. Ouais. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, tu peux faire un post avec, tu vois, genre, enfin, tu peux faire 10 posts avec 10 propositions de valeur différentes et tu regardes, tu vois, de manière objective, celui qui a le mieux performé, quoi. Même si c'est pas forcément lié qu'aux likes ou aux impressions, ça peut se ressentir plus facilement dans les commentaires par rapport Ouais. aux réactions que ça engendre. Tu Ouais. vois. Parce qu'un post qui a été genre beaucoup vu mais qui a pas engendré de réaction, tu vois, c'est quoi, c'est bien mais c'est pas ouf. Même s'il est moins vu, admettons, on va parler plus concret, un post qui va faire 20 000 impressions, tu vois, qui est quand même plutôt pas mal, qui engendre 50 commentaires, la position de valeur est peut-être pas ouf, tu vois, les gens, ça, ils ont kiffé, mais sans plus. Mais un qui fait que 5 000 impressions, mais qui engendre 100 commentaires, j'en ai déjà eu, tu vois. Et là, pour moi, c'est le banco, tu vois, ça, c'est le top. Quand t'es sur quelque chose de très niché, de très ciblé, tu vois, là, tu t'adresses pas à tout le monde, tu veux pas parler à tout le monde, tu veux parler vraiment que à ton audience précise. Ouais. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes, désolé. On Ouais, fait ça. j'inquiète. Ouais, Hein? les femmes, les femmes. Ouais, elle essaie de dormir. Bon, 1h30, ça va, c'est bien. On a abordé pas mal de sujets. Là, c'est off, hein, là, je couperai tout ça. Il nous restait 2 questions. Mais sinon, on a couvert vraiment pas mal de sujets, plus que ce que je l'espérais. Donc, les Non, on deux a bien questions qui parlé. restent. On a bien parlé. Ouais, ouais. C'était ton conseil ultime pour un dev avec un bon produit mais zéro client. Et quel est selon toi le super power que les profils techniques sous-estiment chez eux-mêmes? Euh, Est-ce que tu veux, parce la deuxième question, je pense qu'on y a plus ou moins répondu plusieurs fois, mais je pense qu'on peut finir sur la question que je t'ai dit avant, conseil ultime pour un dev avec un bon produit mais zéro client. Parce que ça arrive assez souvent, tu vois. Attends, vas-y. Je suis plus chaud pour commencer par la 2. En vrai, je fais juste un petit truc vite fait et après on fait la 1 si tu veux. Parce que là, j'ai le cerveau ramolli un peu.
Alors, quel est selon toi le super power que les profils tech ils sous-estiment le plus souvent chez eux-mêmes? Pour moi, tu vois, avec l'arrivée de l'IA en plus qui va coder à ta place, ça va être un peu, pour les devs, l'enjeu, ça va être un peu retour aux info engineering, tu vois. C'est, t'es plus focus en tant qu'ingénieur. Enfin, tu vois, genre, il va falloir que tu te focuses beaucoup plus en tant qu'ingénieur. Et c'est un peu leur super pouvoir, tu vois. Les devs, c'est qu'ils ont ce côté ingénieur un peu genre, voici les conditions, j'ai ce problème, il faut que je trouve une solution. Et pour moi, le super pouvoir qu'ils ont, c'est ça. Et ils le sous-estiment parce qu'en fait, ils se limitent trop à la tech. Parce que voilà, ils ont les outils tech. Donc ils se disent, je construire des solutions tech. Et dès que ça sort de ce registre-là, euh, tu vois, genre, ils sont un peu en mode PLS, tu vois, où ils veulent plus y toucher. Alors qu'en vrai, ils sont hyper légitimes. C'est là, tu vois, genre souvent, ça peut être la même logique. Pas forcément, faut avoir des pensées divergentes aussi de temps en temps, mais s'ils sont capables de résoudre des problèmes d'ingénierie ultra techniques, ils pourront aussi répondre à des problèmes qui incluent de l'humain au sein de cette ingénierie. Donc, je dirais, ce super pouvoir, c'est ça, c'est la capacité à résoudre des problèmes et du coup pas se limiter dans la nature de la solution, mais se limiter à la typologie de problème que tu veux résoudre. Tu vois? Ouais, 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 carrément, carrément, carrément. Donc c'est vrai, c'est ce qu'on se disait, tu vois, genre te limite pas en termes de solutions que tu peux apporter, mais limite-toi en termes de problèmes auxquels tu t'adresses, tu vois, et résous le problème sous tous ses angles, et tu trouveras forcément un moyen de monétiser ça, quoi. Ouais, à un moment donné, tu vas trouver ton product market fit, c'est obligé. C'est obligé. Enfin, à force de pivot, tu seras obligé de le trouver. Ouais, sinon c'est retour au CDI. C'est ça. Écoute, des fois, il y a pas de choix, hein. C'est un mec sur, Mansour sur X, qui est assez connu, qui a une bonne communauté, et qui lui aussi, tu vois, il est en Suède, il est en CDI, du coup, ça fait un moment, et il kiffe sa life, tu vois, il fait ses projets à côté, et il build en même temps, il a son taf, et il a sa stabilité avec sa famille. Donc, il n'y a pas de truc idéal, c'est à chacun de choisir ce qui lui correspond à l'instant T, quoi. L'important, c'est d'être aligné avec soi-même, le reste, on s'en fout. Ouais. Ouais. Mais après, je dirais quand même que, tu vois, genre, je suis entièrement d'accord avec ça, hein, mais il y a aussi cette idée de, tu vois, genre, on pense que le CDI, c'est safe, tu vois. Alors qu'en vrai, la vraie sécurité, c'est quand toi, t'es capable de générer toi-même de l'argent, tu Ouais, vois. ça, C'est quand t'es je suis à toi-même 1000% capable de créer d'accord. assez de valeur pour pouvoir en vivre. Parce que comme ça, t'es pas dépendant, tu vois, genre, de conditions de marché, t'es pas dépendant d'un emploi, t'es pas dépendant d'un chômage, tu vois, même si ça fait bien plaisir, hein, on va pas se mentir. Euh, la vraie liberté, tu l'obtiens et la vraie, quand quelque part, t'es prêt à te mettre en danger pour construire cette sécurité et pour apprendre les skills qui vont te permettre de vivre de tes compétences, quoi. C'est un peu le constat. Le constat que j'ai réalisé il y a quelques jours. Parce que moi, ça fait pas très longtemps que j'emprunte ce passage. Avant, j'étais en CDI aussi. CDI qui s'est aussi arrêté sur un licenciement économique. Donc, comme quoi, tu vois, comme tu disais, tout le marché, on est jamais à la bonne. Euh, mais ouais, je me rends compte qu'aujourd'hui, même si on me proposait un bon CDI, tu vois, ça me ferait pas rêver, j'en aurais pas envie. Parce que vu que j'ai connu ça maintenant, d'être licencié, etc., licenciement éco et tout, tu te dis, ok, mais moi aussi, je suis capable de créer des choses, je suis capable de créer de la valeur. Donc, pourquoi je le ferais pas pour moi, plutôt que de le faire Ouais, pour quelqu'un d'autre au final? ouais, Donc, je préfère être l'artisan de mes rêves que l'artisan des rêves de quelqu'un d'autre. C'est, ouais. Mais il faut avoir le déclic, quoi. Avoir le déclic. ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, c'est clair que c'est le genre de truc où tu peux pas, tu vois, c'est le pire truc de forcer la main aux gens qui sont Ouais, pas bah, prêts, le tu fais vois. pas. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, t'es là, tu vois, j'arrête de chercher des excuses aussi, tu vois. Enfin, ça dépend enfin, tu vois, après, t'as beaucoup de préjugés, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est risqué, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, t'as beaucoup de préjugés au final qui sont, enfin, tu vois, quelque part, le ratio risk-reward, il est complètement fucked up, tu vois, il est complètement déréglé. Genre, ça a jamais été aussi simple d'entreprendre de l'histoire de l'humanité, mec. Non, jamais. Genre, tu peux entreprendre avec 0 € donc tu peux le faire C'est sur le tout. côté, tu peux le faire, tu vois, genre, il est où le risque, en fait, quelque part, tu vois. Donc, il y a tellement plus de risques, quelque part, que, ben, et par contre, le reward et l'upside, il peut être tellement énorme que, en fait, ce déséquilibre-là, il va pas durer non plus éternellement, tu vois. C'est comme les devs qui gagnent, tu vois, genre, qui gagnaient, tu vois, genre, la majorité du marché qui gagne 15-20 000 balles par mois,
Tu vois, genre, c'est des pics, des déséquilibres qu'il y a entre l'offre et la demande. Mais ça veut, tu vois, genre, de par l'existence même de ce pic, il va forcément avoir une correction. C'est la base de n'importe quel marché économique. C'est parce qu'il y a tellement une hype dessus, mais forcément, t'as plein de nouvelles personnes qui arrivent, t'as des solutions qui arrivent dans l'autre sens, ce qui fait que la demande, tu vois, l'offre, elle augmente, la demande, elle diminue, et donc il y a un ajustement, etc. Et c'est que des chocs comme ça qui Ouais. s'enchaînent. Ouais. Et comme c'est le premier choc comme ça qu'on vit aujourd'hui sur le développement, Ouais. les devs, il y en a beaucoup qui sont désemparés alors qu'en fait c'est juste un rééquilibrage naturel. Ouais. Il y aura peut-être un nouveau déséquilibre qui va se créer justement avec les agents IA, pas impossible, où on va avoir des top profils sur la création d'agents IA qui vont se mettre à prendre des 20K par mois aussi, Ouais. qui vont facturer très très cher parce qu'ils auront l'expérience, parce qu'ils auront montré que ça marche. Voilà. Et ils auront fait leur preuve dans certaines startups. Et ça, j'en suis convaincu que ça va arriver tôt ou tard. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie moi, en tant que dev, de pas manquer un créneau comme ça, parce que c'est vrai que c'est des opportunités. Il y a eu le Web3. Web3 même c'est encore d'actualité. Et on voit, il y a des mecs qui connaissaient rien au Web3, ils se mettent dedans, un an après, ils doublent leur salaire. Alors qu'avant, ils étaient dev, PHP, quoi. Ils gagnaient Ouais. 40K, après ils en gagnent 80. Et c'est la réalité. Ouais, c'est La clair. réalité. Ils ont juste changé, en fait, d'écosystème. Ils sont passés du Web3 et nouvelle techno. Alors après, le paradigme de dev en soi, il est assez similaire sur pas mal de choses au Ouais. niveau des langages. Et en changeant d'industrie comme ça, les mecs, ils font du x2, x3. Il y a des mecs qui tapent les Ben ouais. 100K dans le web. Non, mais c'est pour ça. C'est au lieu de vendre ton temps, tu vois, sur l'industrie de la tech, tu vends tes compétences sur les industries en dehors de la tech. Et là, du coup, bah, c'est là où les gens peuvent constater le plus ta valeur ajoutée. Et c'est là où, en plus, tu vas avoir moins de compétition. Tu vois, genre, t'as un Eldorado, en vrai, quand t'es dev et que t'es prêt à sortir de la niche de la tech. Tu vois, faut juste être prêt à saisir le truc. Il y a une autre opportunité aussi avec les agents. C'est quelque part, si tu crées un business, tu vois, genre, peu importe le business, si tu le crées toi, les agents, en fait, tu peux aussi gagner de la valeur juste en utilisant tes agents pour toi. Tu vois, t'as pas forcément obligé de les vendre, ces putains d'agents. Tu peux juste en installer toi pour ton acquisition. S'il marche très bien et que tu peux répliquer ça sur d'autres types de business, tu vois, qui sont similaires au tien, tu le fais. Quoique, encore, c'est peut-être se défocus, tu vois. Mais t'as plusieurs manières de monétiser ces agents, tu vois. C'est pas obligé de les facturer forcément après ça. Tu veux aussi t'en servir pour faire exploser ton business, tu vois, ou faire en sorte que tu gagnes beaucoup, t'aies beaucoup d'opportunités en passant très peu de temps, tu vois. Parce qu'une fois que t'as les process en place, ils sont en place. Du coup, j'avais une dernière question pour toi. C'est quoi Vas-y. ton conseil ultime pour un dev qui a un bon produit et qui a zéro client? Alors là, je suis un dev, j'ai un bon produit, je le sais, tu vois, j'en suis convaincu, et je veux rentrer dans la méthode nerds. Qu'est-ce qui se passe? T'as un bon produit, t'as zéro client. Effectivement, ben déjà, faut voir si la méthode Nerds elle est faite pour toi. Potentiellement, c'est le cas, mais la première chose à faire, c'est de démontrer la valeur en fait. Faut que tu te dises que si ton produit il est bien et que vraiment t'as pas de clients, c'est juste que t'as pas fait la base de la publicité en fait. Et dans la publicité, c'est pas juste faire des ads, c'est juste que les gens ont pas entendu parler de toi. Et en vrai, dans le marketing, 90% de tes problèmes, t'es capable de les résoudre en ayant plus de trafic, plus de visibilité, tu vois. Parce qu'en fait, c'est cette visibilité, s'ils convertissent ou pas, c'est ça qui va te dire, tu vois, si tu as des milliers de personnes qui visitent ton site, tu vas voir exactement où est-ce que ça a converti, où est-ce qu'il y a des fuites, où est-ce que tu es une passoire en fait dans ton tunnel de vente, versus où est-ce que les gens ont le plus de valeur, et donc tu peux appuyer sur toute cette valeur ajoutée et tous les problèmes que tu résous. Donc, le B à bas, c'est d'avoir du trafic. Et en vrai, le trafic, c'est de plus en plus une commodité aussi, tu vois. Si tu connais la base de la pub, tu peux juste acheter du trafic, tu vois, c'est aussi simple que ça. Genre là, la vidéo que tu vas publier sur YouTube, si tu payes 100 balles, elle sera vue, tu vois, genre 10 000 fois. En dehors de l'organique, tu vois, genre, j'espère qu'elle fera un meilleur buzz que ça en organique, hein. J'ai tout donné, donc vous avez intérêt à faire Ouais, péter j'espère cette ça, ouais. vidéo. Enfin, on va passer les 2-3 000 vues, ce serait bien. Mais en gros, si tu vois, genre, tu peux très bien acheter du trafic aujourd'hui. Pendant longtemps, ça a été considéré comme une mauvaise chose, mais en vrai, bah, si t'as un produit qui claque et que les gens te le disent, bah mec, Test. ouais, va tester quoi.
confronte-toi au marché. Et après, c'est le classique, c'est comme on disait, le réseau, le contenu, c'est trop puissant. Le contenu, en vrai, c'est le meilleur truc à faire parce que c'est gratos et ça va t'améliorer sur tous les autres trucs. En fait, si tu sais faire du contenu, tu sauras faire de la pub parce que ça va t'apprendre à faire des bonnes accroches, le copywriting, soigner la forme, etc. Et donc, tu feras des pubs, tu vois, bien meilleures, même si c'est pas du tout le même art. Tu vois, tu peux te servir de tes meilleurs contenus organiques qui convertissent en organique pour les promouvoir et donc être sûr de promouvoir des trucs, tu vois, de la pub qui marche quelque part. Et ensuite, ouais, les contacts, les settings, les contacts email par téléphone avec des personnes qui ont montré un intérêt, tu vois, où il y a des signaux qui sont tangibles, qui s'appellent les signaux faibles en marketing. Donc, par exemple, tu postes sur le besoin de se nicher, t'as des personnes qui like, bah, tu vas vite voir, tu vois, genre, si elles like, t'as deux typologies, soit elles sont déjà nichées et elles sont d'accord avec toi, soit elles sont pas encore nichées et elles sont d'accord avec toi. Et du coup, bah, c'est un bon signal faible pour dire, OK, la personne n'est pas nichée, elle est d'accord avec moi qu'il faut se nicher. C'est un bon moyen, c'est un bon moment pour que je lui envoie un message pour lui dire, vas-y, niche-toi, tu vois. Prends mon accompagnement et je t'aide à te nicher. Donc, les signaux faibles, ouais, c'est pas mal, mais bon, c'est du bullshit. En vrai, le plus important, c'est le trafic, tu vois. Ouais. Ouais, si t'arrives à ramener 10 000 personnes sur la landing page et que sur les même 1000, sur les 1000, t'arrives à faire 0 vente, c'est que bah, soit le copy n'est pas bon, donc on comprend pas la valeur de ton produit, soit si les personnes vont sur ton produit mais n'achètent pas, c'est que le produit n'est pas assez bon ou que la valeur, encore une fois, n'est pas encore assez élevée, ouais. Donc c'est toujours cette équation-là. Et c'est pour ça que le software, c'est un peu tricky parce qu'aussi, tu vois, t'as la version gratuite. Les gens sont habitués dans la version gratuite. En fait, t'as ce problème aussi de valeur perçue, tu vois. C'est pour ça que pour moi, avec la méthode NERD, il faut sortir de ce modèle de je monétise les SaaS. Parce qu'en fait, les SaaS, même si ça peut t'apporter une valeur de fou, je te dis, ça lui a pas pris d'énergie à le faire, tu vois. Et donc, inconsciemment, tu dévalorises ça, tu vois. Alors que si t'as un SaaS qui est automatisé de A à Z, en fait, entre un SaaS qui fait le boulot, c'est juste que tu dois programmer, et un mec au-dessus qui utilise le SaaS et qui te facture 10 fois plus, tu vois, genre, bah, la différence, elle est minime en termes d'efforts supplémentaires, mais par contre, la valeur perçue, elle est beaucoup plus grande. Ouais, parce que en fait, le ça, c'est du do it yourself. Ouais. Donc forcément, vous avez des pricing assez bas, sauf quand tu vas sur du B2B à la limite. Et comme tu dis, c'est souvent dévalorisé, alors que si tu es sur de l'action ou c'est done with you, voilà, ou du carrément done for you, là c'est le summum. C'est pour ça que, pour moi, il faut varier. Tu peux te servir d'un SaaS. En vrai, ton SaaS, il peut te servir soit effectivement en tant que product tel et t'essaies, tu vois, genre il faut qu'il soit assez bon, que tu sois assez visible et que tu puisses en vivre, tu vois, pour pouvoir en vivre, il faut du volume et de la qualité. Soit tu vois, tu pousses un produit un peu plus bancal, tu ne monétises pas forcément. Enfin, tu vas le monétiser, mais pas directement. Tu t'en sers plus comme lead magnet, comme canal d'acquisition. Tu vois, comme pour choper l'intérêt en fait des gens qui ont cette problématique et donc derrière va vendre quelque chose plus cher, tu vois, de plus personnalisé. Soit tu t'en sers comme élément de delivery, d'automatisation, qui va te permettre, tu vois un résultat et toi tu te sers en interne de ton logiciel que tu as créé pour pouvoir délivrer plus vite et facturer plus en fait et marger plus parce que tu factures le prix d'un humain mais tu le fais avec du logiciel donc tu peux marger plus parce que t'as beaucoup plus de temps, quoi. Les bonnes équations. C'est comme ça qu'on fait les calculs. Ça. Écoute, 1h40. Bon, c'est beau, pas mal de valeur. Je pense qu'avec ça, n'importe quel dev qui écoutera ce podcast, il aura ce qu'il lui faut pour lancer rapidement un produit, je crois. J'espère qu'ils seront rincés, ouais. S'ils ont écouté les 1h40 sans interruption. J'en ai un. Là, c'est qu'avec Karim, je crois qu'on a fait presque 2000 vues. Et sur les 2000, il y en a, je crois, presque 20% qui ont tout écouté. Ah ouais, Donc ça putain, fait bien 400 joué. personnes quand même. Waouh, trop chaud. Ah non, Ben les c'est gars, cool. merci hein, si vous êtes restés jusqu'au bout. Franchement, cœur sur vous. N'hésitez pas à aller me suivre. Bien Ouais. sûr, Lucien, si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous du coup à la chaîne de Florent sur YouTube.
Je mettrai aussi du coup le lien de ton profil LinkedIn, le lien de ton accompagnement de Nerds pour ceux qui ont apprécié tout simplement la valeur que tu as délivrée déjà juste au cours du podcast et qui veulent aller plus loin avec toi sur ça. Parce que je pense que voilà, il y a pas mal à faire. Et voilà, après s'il y a d'autres liens à mettre, tu me dis et moi je les ajoute. Mais voilà, en tout cas, il y aura tout en description. Juste, ouais, l'inconnu killers, si vous voulez faire la méthode Aussi, ouais. par hypothèse. Et sinon, j'ai un outil, un agent, contenders.ai. Si vous voulez faire la méthode de Picasso, ou vous voulez copier ce qui existe déjà sur le marché, c'est un petit agent qui te fait des études de marché automatisées, donc sur des produits tech. Voilà, donc ça peut aider aussi sur le go-to-market. Et sinon, voilà, c'était un plaisir, hein. Merci beaucoup de l'invitation. Et je te dis à bientôt alors. À Merci très à tout vite. le monde de nous avoir suivis. N'oubliez pas, allez supporter Florent. Mettez un like sur cette vidéo si vous êtes encore là. Et à bientôt. Ciao. Merci.